Bienvenue pour ce nouvel épisode de Stronger Things. Ça fait un mois qu'on ne s'est pas vu, qu'on ne s'est pas entendu. On se retrouve pour un nouveau question-réponse. Ça vous a beaucoup plu sur le premier épisode et cette fois on a plein de questions. On ne sait même pas par laquelle commencer. Je suis toujours accompagné par Mims. Salut Mims. Salut. Par Thibaut. Bonjour. Et on est dans l'antre de Thibaut. Dans mon antre. On est chez lui. Vous voyez qu'on est dans les bureaux de GoWod, une entreprise française à Montpellier. Et on en parlera peut-être plus tout à l'heure. Et je suis avec Willy. Salut Willy. Salut tout le monde. Tout le monde va bien? Ouais. Très bien. Chaud bouillant. Ouais. Chaud comme du chocolat chaud. Alors, on a longtemps hésité sur quelle question commencer et on a tranché sur une question un peu, pas psychologique, mais qui nous impacte tous, crossfitters, parce qu'on est tous dans cet état où on hésite à aller s'entraîner, où on hésite à rien faire parce qu'on a la flemme. Et en gros, la question c'est comment on fait la différence entre se forcer à aller s'entraîner et prendre de la récup. Oui, t'as une idée toi? Ça t'arrive? Ouais, ça c'est le genre de question qu'on a très souvent dans la programmation WIS où c'est une question qui intéresse beaucoup d'athlètes parce que beaucoup d'athlètes se demandent ok, j'entends partout qu'il faut faire attention, s'écouter pour pas tomber dans le surentraînement, ne pas en faire trop, faire moins mais mieux. Mais des fois, tout le monde dit ouais, il faut savoir ce qu'on veut, quand on n'est pas motivé, c'est la discipline qui l'importe et tout, et ils disent mais c'est quoi la vérité? Et on a tendance à leur dire en fait, tout est vrai. C'est juste qu'au bout d'un moment, des fois, il faut aussi se connaître et ça vient avec le temps. Savoir si des fois, c'est peut-être par un manque de motivation qui est normal quand on suit des fois une programmation, on peut être moins motivé ou même pas forcément dans le crossfit, dans tous les sports. Et là, c'est la discipline qui prend le relais parce que c'est la discipline qui va vous apporter cette continuité, cette régularité dans le process qui va permettre d'avoir des résultats sur le moyen terme et le long terme. Mais il y a également des jours où on n'a pas envie. Et on n'a pas envie, peut-être parce qu'on est déjà sous une forme de début de surentraînement ou peut-être qu'on est fatigué par des paramètres extérieurs à l'entraînement comme ça peut être le sommeil, la nutrition, le stress. On a tous des vies très stressantes. Et là, dans ce cas-là, des fois, il faut savoir lever le pied parce que peut-être qu'en s'entraîner ou en faire trop dans cette journée ou faire peut-être une journée normale, ça peut apporter quelque chose de négatif et c'est l'inverse de ce qu'on veut dans l'entraînement. L'entraînement est censé nous apporter du positif, une plus-value, quelque chose de plus qui va nous permettre de nous rapprocher ou de progresser. Et là, ça vient avec le temps. Il faut savoir se connaître, savoir reconnaître les signaux. Et on en a déjà parlé dans les précédents podcasts. Il y a plein de signaux qui peuvent vous alerter. Mais c'est vrai que des fois, il faut également savoir lever le pied. Et des fois, il faut savoir se prendre par la main et se dire « Ok, là, je suis pas motivé. » Mais il faut savoir ce que je veux, se rappeler ses objectifs. Il y a plein d'astuces mémotechniques pour un peu se remotiver et retrouver cette motivation quand on l'a pas. Mais ça vient honnêtement avec le temps. On peut toujours faire des erreurs. Ce qui compte, c'est les faire le moins possible et apprendre de celles qu'on fait. Il y a un truc, c'est si c'est une espèce de carence de motivation ou si c'est une espèce de fatigue et du coup t'as pas envie d'entraîner parce que t'es juste éclaté physiquement. En gros, si t'es éclaté physiquement, potentiellement il y a le podcast sur le surentraînement qui liste tous les signaux d'alerte. Donc potentiellement là il faut ralentir, peut-être ne pas s'entraîner ou mettre moins d'intensité ce jour-là, etc. Et après t'as la baisse de motivation qui arrive à tout le monde dans la vie. Et dans ces cas-là, il faut essayer de trouver quelque chose qui va vous ramener à l'entraînement et potentiellement, en fait, c'est vos copains. Donc, plutôt que de s'entraîner tout seul dans la salle, tu chopes un ou deux potes et tu dis, venez, on fait ce workout ensemble. Et du coup, tu vas te faire tirer un peu par le groupe et tu peux revenir à l'entraînement comme ça. Et après, parfois, une baisse de motivation, un peu comme en couple, tu dis, quand on se voit pas, en fait, on se manque et après, on est content d'être ensemble. C'est la même chose, tu t'arrêtes un peu 2-3 jours, tu prends 2-3 jours off pour reprendre un coup de motivation et tu te remobilises et après, voilà, tu retournes t'entraîner. Moi, ça m'était arrivé justement d'avoir cette situation. Il y avait un petit mélange entre le burn-out et je savais pas trop si c'était un burn-out ou plutôt un manque de motivation. Il y avait une grande partie où c'était un mode vraiment j'en pouvais plus et à un moment donné où je m'écoutais trop et je m'entraînais plus en vrai et c'était juste que j'en avais trop fait et pendant 1 à 2 semaines j'ai plus fait de crossfit et j'ai fait de l'escalade, j'ai fait d'autres choses qui font qu'après t'as de nouveau envie de t'entraîner et tu reprends plaisir à faire cette PPG quoi. Et faut pas, ce qui est important c'est que souvent les gens ils culpabilisent du fait de je suis pas motivé, il y a quelque chose qui va pas. J'ai pourtant sur Instagram, ils sont tous là avec leurs phrases de motivation et leur mindset de fou. Putain, et moi je suis pas motivé, je sais pas ce que je veux, je suis pas quelqu'un qui a un mental pour réussir. Et souvent les gens ils culpabilisent avec ça. Et moi ce que je leur dis c'est, mais non en fait, t'as le droit de pas être motivé. Ça arrive à Fraser, ça arrive aux plus grands champions dans tous les sports, ça leur arrive fréquemment, ça fait partie du process. Il y a des jours où on n'est pas motivé et c'est là que la discipline rentre en compte et également l'intelligence de savoir s'entraîner intelligemment, ça rentre là-dedans. C'est-à-dire savoir, comme il disait Thibaut, reconnaître les signaux, savoir des fois
changer son entraînement, faire moins d'intensité, s'entraîner avec les copains, faire quelque chose qui va peut-être nous motiver, parce qu'au final on n'est peut-être pas motivé au début, mais on va faire le workout avec des amis, des potes et tout, et au bout d'un moment tu vas dire putain là c'est revenu, je suis motivé, ça m'a fait du bien et tout. Donc il faut également pas se culpabiliser avec ça, c'est complètement normal des fois de pas être motivé. Ça veut pas dire que vous avez pas un mental de champion, bien au contraire, un mental de champion c'est savoir reconnaître qu'on n'est pas motivé et savoir reconnaître pourquoi on ne l'est pas, et peut-être savoir activer les bons leviers au bon moment. Donc voilà, ça fait partie de l'aspect mental, et c'est quelque chose de complètement normal. Il n'y a pas à se faire culpabiliser par les Instagrammeurs ou Instagrammeuses qui ont de fitness que dans leur nom Instagram. Et puis il faut surtout définir ses objectifs de base. Si à un moment donné, votre objectif c'est juste d'être en bonne santé, prenez du moment off et faites autre chose. Et si c'est de faire une compétition, par exemple, je sais pas moi, un throwdown, essayez de prendre des moments off et de vous réentraîner avec plaisir au moment où vous vous approchez d'eux. Mais il n'y a pas de pression à avoir dans la vie pour un throwdown, ce genre de choses. Il vaut mieux prendre soin de sa santé. Et puis à un moment donné, c'est que de se mettre un coup de pied au cul quand on en a réellement besoin. Le plaisir, il vient pas avec la performance. C'est la performance qui vient avec le plaisir. Si vous aimez pas ce que vous faites, c'est compliqué d'avoir des perfs. Et il faut pas le négliger, qu'on soit dans le fitness santé ou fitness performance ou fitness santé-performance, un peu entre les deux. Je pense qu'il faut vraiment prendre du plaisir à ce qu'on fait, et c'est ce qui va faire qu'on le fait bien. Et du repos, même si vous êtes compétiteur de très haut niveau, sachez que des fois il faut savoir prendre 2-3 jours de repos, parce qu'il y a le corps qui dit stop, et on ne sait pas pourquoi des fois. Et voilà, ça arrive comme ça, et le corps c'est une machine incroyable, et des fois on n'a pas toutes les solutions. Et c'est pour ça que c'est important de l'écouter, quoi. Ouais, donc il y a plusieurs trucs. Il y a s'entraîner avec les potes, ça peut être une bonne motivation. Avoir un vrai objectif. Oui. Du coup, sans se mentir. Si tu t'entraînes pas et que tu as un objectif, tu sais qu'à ton objectif, tu vas contre-performer et ça va être plus dur. Oui, il faut aussi que ce soit un objectif réel. C'est vraiment réaliste, engagé. Engagé. Tu t'en as parlé à des gens, tu t'es inscrit, tu as pris une décision. Quoi. Et puis si c'est pas un objectif de compétition, de temps en temps, on n'est pas obligé de se pousser dans le rouge. Et il faut juste trouver la bonne ligne. Même si on est en objectif de compétition, il y a ce qui compte, c'est l'intensité, elle est relative, et elle dépend exactement de ce qu'on a, des fois des journées, du moment dans lequel on est. Il y a des phases d'intensité modérée, il y a des phases d'intensité haute, et le volume, en fait, il est géré de sorte à ce qu'il y ait toutes ces intensités qui soient mis dans un bloc complet, qui forment une espèce de globalité qui est parfaitement cohérente et qui permet la progression. Donc il ne faut pas mettre de l'intensité dans le rouge tous les jours. Vous allez juste vous cramer. Vous allez tenir pendant 5-6 mois et avoir des performances incroyables, mais votre niveau, il sera au top au bout de ces 5-6 mois, et après vous risquez de tomber encore plus bas. Il faut prendre du plaisir, parce que sinon, au bout de, comme tu dis, 6 mois, tu détestes faire ce que tu es en train de faire. D'ailleurs, il y a une question là-dessus sur la haute intensité, de Zozo R38. Salut Zozo. Hello Zozo. Il dit « Hello la team, est-ce que la haute intensité est contre-productive si on la fait tous les jours ?» Qui se lance? On répond tous en même temps. Oui. Donc déjà, il faut redéfinir qu'est-ce que c'est la haute intensité. Si on définit la haute intensité par se mettre dans le rouge d'un point de vue cardio, d'un point de vue force, se mettre à l'échec, etc., clairement, ce stimulus, en vérité, c'est le même. Donc si tu le fais tous les jours, si tu es en train de travailler le même stimulus tous les jours, clairement, c'est contre-productif à une préparation physique générale, ou même à l'optimisation du corps et de la performance, quoi. C'est ça ? Ouais, mais surtout, moi je trouve qu'il y a le mot intensité, il veut dire plein de choses. Il veut dire aussi, tu peux faire de l'intensité dans de la force, ou de l'intensité dans un workout comme on l'imagine dans le crossfit, avec où tu te mets dans le rouge, le cardio à 180, tu finis par terre. Et les gens, ils mettent souvent intensité dans ce ressenti-là de je suis fracassé. Mais en fait, quand Will il s'entraîne, il met de l'intensité dans tout ce qu'il fait, mais ça ne veut pas dire qu'il finit le cardio tout le temps. Quand il va faire des barres et du back squat, il va être à fond, et il va le faire à fond, etc. Pour respecter le stimulus du workout. Mais il va passer aussi un grand nombre de temps dans ses workouts à pas mettre d'intensité, parce qu'il a déjà mis de l'intensité le matin, il se met pas de l'intensité pendant 7 heures d'affilée, c'est impossible en fait. Ouais, c'est exactement ça. Et puis ce que Julian disait, ça dépend du stimulus. Déjà, il faut comprendre le workout qu'on va faire, le stimulus qui est lié à ce workout, le comprendre, parce que voilà, chaque workout est différent, et ce qui compte, c'est de savoir, s'il y a un workout, c'est une intensité modérée sur laquelle vous devez, c'est précisé dans les notations. C'est vrai que c'est important quand même d'avoir, moi je suis un grand fan des précisions sur chaque workout dans les programmations, parce que ça permet d'être garanti que l'athlète, il respecte le stimulus et pas se mettre dans le rouge tous les jours. Donc il y a des intensités modérées, des fois quand il y a marqué, là vous devez être confortable pendant le WOD, peut-être
peut-être être capable de parler pendant ce workout, et ben là il faut respecter ça, il faut pas se mettre dans le rouge, faut pas y aller en all out parce que de l'intensité dans le rouge avec le cœur à 190 ou proche de ses battements par minute max, c'est pas bon, ça sera contre-productif et surtout que généralement ce type d'athlète il prend pas beaucoup de jours de repos et là au bout d'un moment vous allez avoir les effets complètement opposés et donc il faut vraiment, et comme il disait Thibaut, c'est ça, il y a des fois des skills, ça fait partie de l'entraînement, et ben le skills il se fait à une intensité ultra modérée. En fait vous faites un skill, c'est-à-dire que vous développez de nouvelles capacités mais qui sont pas liées à la haute intensité comme on voudrait l'entendre, c'est-à-dire que la haute intensité elle est mise dans votre capacité à vous focaliser sur le fait d'exécuter un skill, quelque chose de, ça peut être elle cite sur les parallèles, je sais pas, peut-être faire du handstand wall sur des obstacles, bref il y a plein de choses et là c'est important de le faire, mais l'intensité, on va dire, il y en a des fois on les voit sur les réseaux, ils disent oui l'intensité, le crossfit c'est pas bon parce que c'est de l'intensité haute tous les jours. Mais non, en fait, c'est juste que les gens qui font ça, ils respectent pas les principes même du crossfit. Donc, au bout, en fait, c'est pas que le crossfit est pas bon, c'est l'interprétation que certaines personnes en font. Donc, il faut pas mettre de l'intensité haute tous les jours, c'est pas bon, c'est contre-productif et des fois, il faut pas. Pour répondre à la question du mec, au final, déjà, pas tous les jours parce que tu es censé avoir des jours de repos dans la semaine, donc déjà, ça marche pas. Et deux, tu es obligé de savoir. Il y a eu quelques études qui sont sorties sur les coureurs qui courent tous les jours de la semaine et donc qui mettent vachement d'intensité dans leur entraînement tous les jours ou ceux qui en font que 3 fois par semaine, et en fait les résultats sur le long terme et sur la santé, et c'était favorable à ceux qui s'entraînaient moins que ceux qui s'entraînaient beaucoup. Donc déjà ton cœur il est pas fait pour aller taper ces tours là tous les jours tout le temps. T'as des ratios qui ont sorti, bon c'est lié au triathlon beaucoup, il y a beaucoup plus d'études pour être honnête au triathlon qu'au crossfit pour le moment, et donc ils disaient bah voilà t'as quand même 2/3 qui doit être proche d'une zone 2, zone 3 voire plus bas, et que du coup de ton entraînement et après pour le crossfit on n'a pas encore toutes ces données, mais c'est sûr que la haute intensité tous les jours, bah non en fait c'est pas bon, et surtout c'est ce qu'on avait dit je crois dans le premier ou le deuxième podcast, c'est pour ça que c'est important d'avoir des entraînements qui préparent pour les tests de crossfit mais pas des tests de crossfit tous les jours. Donc des fois il y a des entraînements, l'intensité elle est modérée de par la forme de l'entraînement, donc on va être sur des intervalles peut-être qui vont te travailler du, je sais pas, 2 minutes on, 1 minute off, qui vont te préparer sur un AMRAP le test de cet entraînement serait un AMRAP de 20 minutes, et du coup tu vas t'entraîner sur des intervalles qui vont être rapprochés, c'est-à-dire que ton pace sur ces intervalles vont être un pace équivalent à un AMRAP 20 minutes, mais tu vas pas faire un AMRAP 20 minutes qui te ferait aller dans cette intensité beaucoup trop haute. Donc tu vas y aller mais moins de temps, donc tu vas récupérer. C'est pour ça qu'il y a des zones de récupération à respecter. Donc des fois les gens, quand on voit, il y a marqué, ou dans crossfit.com ou dans une programmation, peu importe, il y a marqué 2 minutes reste entre les hautes ou reste 1-1, c'est-à-dire ton temps de récupération est égal à ton temps de travail. Il faut le respecter. Je vois trop d'athlètes des fois dire ouais là j'ai pris un peu moins. Bah non, en fait, c'est ton corps, il a besoin de ça pour respecter le stimulus. Tu disais la dernière fois, les gens qui ont prescrit de faire une zone 2 et qui disent ouais, en fait, j'ai tapé 160 BPM. Ah, mais c'est pas une zone 2, en fait. Du coup t'as complètement perdu tout l'aspect bénéfique de la zone 2. Il y a une raison pour ça. Et en fait, si tu raisonnes comme ça, en fait, il faut juste se dire qu'une PPG, elle vient vraiment solliciter toutes les filières énergétiques, quoi qu'il arrive, mais on essaie de travailler la puissance d'une certaine, l'endurance d'une filière. Si on veut être complet, il faut être bon dans du court, bon dans du moyen, il faut qu'on soit bon dans du long, il faut qu'on soit puissant dans du court, puissant dans du moyen, puissant dans du long. Et comment est-ce qu'on fait pour travailler ces filières et justement cette puissance et en même temps cette endurance? C'est en étant à chaque fois dans ces zones bien déterminées, en travaillant à chaque fois la capacité et après en les travaillant toutes dans l'entraînement. Ouais. Mais encore une fois, on revient à l'essence même du CrossFit, c'est que le CrossFit est programmé de sorte à avoir, par exemple, une modalité un jour pour avoir un certain stimuli qu'il faut respecter, un temps court, un temps moyen, un temps long, qui en fait génère des intensités qui sont vraiment changeantes. Donc même en CrossFit, on met le principe, c'est de faire ces mouvements fonctionnels à haute intensité, constamment variés. Mais cette haute intensité, elle vient changer en fonction justement des temps et des pratiques et du format. Du workout, de l'explication du stimulus. Oui. Et comme tu le dis si bien, voilà, c'est pas le CrossFit, ce n'est pas de la haute intensité tous les jours. Et les gens qui des fois, parce que il y en a, ils essaient de faire un buzz en critiquant le CrossFit, en disant le CrossFit c'est pas bon parce que c'est de la... je vais vous expliquer pourquoi le CrossFit c'est mauvais. En fait, il faut avoir du recul vis-à-vis de ça, se dire ok, bon déjà c'est un titre pour vous faire cliquer, mais c'est juste que ces personnes, ils parlent des gens qui appliquent mal ce qui est vraiment le CrossFit. Ouais. Donc le CrossFit c'est pas mauvais en soi si vous respectez exactement ce qu'est le CrossFit. Ouais. Nous on n'est pas ceux qui inventons le CrossFit là. On explique juste ce qui est déjà précisé dans le CrossFit depuis des années, voire des dizaines d'années. Des vingtaines d'années sur CrossFit.com quoi. Tu regardes la prog.
elle est ainsi. On n'a pas inventé la roue, quoi. Et en fait, le problème, en déformant ça, on commence à amener des gens dans des fatigues surrénaliennes, ce genre de choses, dont le surentraînement, dont on a parlé sur le précédent podcast. Et en déformant la méthodologie, on est en train justement d'amener des gens dans des fatigues qui sont insurmontables. Mais ça amène à ça, en fait. La haute intensité tous les jours, ça fait ça. Donc il faut une prog intelligente. Ouais. Et il faut une gestion de soi intelligente et respecter ce que le coach ou le programmateur donne en stimuli. Ouais, en plus de ça, il disait, est-ce que c'est pour le haut niveau? Spécifiquement, la question était pour le haut niveau. Donc c'est encore plus important à haut niveau d'aller chercher à varier l'intensité, parce qu'en réalité, quand on commence le CrossFit, on s'adapte soi-même, on se scale soi-même. En gros, un débutant ne va jamais pouvoir aller chercher la très haute intensité, puisqu'il est forcément limité par ses capacités musculaires et physiologiques, etc. Et donc lui-même va s'adapter son entraînement tout seul. Oui. Il est trop fatigué, il s'arrête, il prend de la récupération. Alors que le sportif de haut niveau, il est capable de se pousser. Et donc si tu lui dis tous les jours d'aller chercher la haute intensité, Il va le faire. Hein. il Et va mais il y a aussi un réussir truc, et il va exploser. c'est que l'athlète de haut niveau ou pro, lui, il a tellement de background derrière et d'expérience qu'il sait qu'il peut pas y aller autant tous les jours. Le débutant, lui, il a vraiment pas idée. Il voit que tout le monde se met dans le dur autour de lui et du coup, il va avoir tendance à vouloir s'y mettre tout le temps. Lui, à exploser très très rapidement du coup et à très souvent se blesser malheureusement. Mais du coup, c'est ça aussi. Et puis c'est hyper addictif. On l'a tous fait. On commence le CrossFit, on est à fond. Au bout de 3 mois, on parle que de ça, on vit que de ça. Et donc, on a envie de se mettre dans le dur tous les jours, de se faire péter le cardio à 180. Mais au bout d'un moment, ces gens-là, ils n'arrivent plus à mettre la vraie vraie haute intensité. intensité Non, tous les bien jours. sûr, C'est-à-dire bien qu'au sûr. bout d'un moment, le volume, vu que le volume il est sur de la haute intensité tout le temps, un volume, vous pouvez supporter, dans l'idéal, c'est ce qu'on avait dit dans le podcast précédent, on peut supporter un gros volume d'entraînement quand on est athlète de haut niveau parce que l'intensité, elle est ajustée dans ce gros volume. C'est-à-dire qu'il n'y a pas toutes les mêmes intensités. Et ce qu'il disait Thibaut, en fait, ces gens-là, ils essayent de mettre de l'intensité dans tout ce qu'ils font et au bout d'un moment, ils arrivent à la mettre dans rien. C'est-à-dire qu'ils vont faire, quand il y a des intervalles de 30 secondes de sprint, ils vont pas être dans de la haute intensité parce qu'ils vont se dire, après, il me reste un AMRAP 20 minutes, il me reste ci à faire, il me reste un skis, il me reste une zone 2. tous les stimuli. Et au bout d'un moment, c'est contre-productif. C'est-à-dire que tout ce que vous faites ne vous apporte plus de plus-value. Et là, du coup, c'est compliqué de progresser. Et du coup, c'est là souvent que la tête, ça suit plus. On essaye d'activer d'autres leviers à la nutrition qu'on active peut-être un peu dans l'extrême. Donc ça suit plus. Et c'est un effet boule de neige qui entraîne les athlètes dans des situations complètement opposé à ce qu'il voulait faire de par ses bonnes intentions. Parce que là, on parle pas de... C'est-à-dire qu'on jette pas la pierre, hein, c'est pas... Ça part toujours d'une bonne intention. Le surentraînement ou ce genre de choses, ça part d'une bonne intention, mais cette bonne intention, bien souvent, c'est votre plus grand ennemi parce que ça peut vous induire en erreur. Ouais. C'est sûr que c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Le débutant, il arrive, il devient très vite addict à ses progrès. Oui. Tu progresses vite, tu as envie de t'entraîner plus. Oui. Et c'est sûr, il y a une corrélation entre s'entraîner plus et l'amélioration. Oui. Il faut s'entraîner pour s'améliorer. Mais le problème, c'est qu'il faut savoir se limiter. Et le sportif de haut niveau, il est face à tous les réseaux sociaux, à tous les gens qui s'entraînent tout le temps, qui vont mettre leurs records, etc. Et forcément, tu es chez toi, tu es sur ton canapé, tu es un athlète de haut niveau qui a des ambitions, tu vois les autres s'entraîner, tu n'as qu'une chose dans la tête, c'est de dire, ils vont me dépasser, il faut que je m'entraîne plus fort qu'eux. Et on l'a entendu de plein de sportifs, c'est LeBron James qui disait ce genre de truc, il y a toujours un mec qui est en train de s'entraîner plus fort que toi ailleurs. C'est la vérité, mais s'entraîner mieux. C'est pas s'entraîner plus fort. C'est peut-être prendre plus de temps pour la récupération, prendre plus de temps pour la mobilité. Peut-être se dire, là, c'est super, il y a un truc quand je swipe vers la droite qui s'appelle Post-WOD. J'ai jamais vu, j'ai jamais fait dans l'application GoWOD, ça va être quoi, ça va être nouveau. Tu cliques, tu augmentes peut-être qu'avant tu mettais 10 minutes, là tu augmentes un peu les minutes et tu découvres des exos. Peut-être s'entraîner plus, c'est peut-être mettre plus d'abord dans son entraînement de période pour la récupération active ou passive et prendre plus soin de son corps, c'est-à-dire peut-être prendre le temps de prendre rendez-vous avec une nutritionniste spécialisée pour pouvoir avoir plus d'informations de comment mon corps fonctionne, peut-être me reposer plus, peut-être m'instruire plus, parce que plus vous allez vous instruire sur comment s'entraîner, ou aussi bien sur l'aspect mental que physique, ça va vous faire de vous un meilleur athlète. Il y a plein de choses à activer avant d'augmenter son volume d'entraînement à l'extrême, et comme disait Julian, faut se méfier un peu de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et pas se faire influencer par les réseaux, justement. À l'époque, quand on s'entraînait, on n'avait pas tout ça. Donc on voyait pas, et le moment où on venait en compétition, c'est le moment où on voyait les progrès de chacun. Les gens mettaient beaucoup moins ce qu'ils... Après, ils le mettaient encore. Enfin, moi, j'y voyais rien, parce ça n'existait pas, je suis plus vieille que toi. C'est pour ça que moi, des fois, on me dit, mais tu suis pas un tel. En fait, faut mieux rien moi, je me regarder. rappelle, Fraser, il avait dit, je venais de commencer le CrossFit, et du coup, Fraser, il avait dit, moi, sur les réseaux, je suis aucun autre athlète parce que j'ai pas envie de voir. Et Justin, c'est exactement pareil. Mais ils ont raison. Et en fait, du coup, il y en a des fois, ils le prenaient mal. Du coup, je me suis pas fait que des amis à cause de ça. Et ils me disaient, mais tu me suis pas. Je dis, déjà, de 1, si t'es mon ami dans la vie, j'ai pas besoin de
tu vois, honnêtement, ce que je te suis pas, c'est juste que je voulais pas voir ce que font les autres athlètes Non, parce que ça des te- fois, ça t'influence. moi, du coup, ça me piquait C'est un peu. Je me stressant. disais, je dois faire ça. Ou des fois, tu arrives à une compète et tu vois un autre athlète faire un mouvement que toi, tu as peut-être moins bien bossé, tu te dis, j'ai besoin de faire ce mouvement parce qu'il Ouais. le fait. Et là, tu rentres dans un délire, tu te fais, en fait, je suis en train de changer mon plan Ouais. par des paramètres extérieurs qui ne vont pas influer ma performance. Et du coup, tu te dis, oh, je fais n'importe quoi. Et donc, moi, je me coupais. Je suivais aucun autre athlète. Je me concentrais sur ce que je faisais. Parce que des fois, quand ça va bien, tu te focalises pas. Et des fois, quand ça va pas, du coup, tu prends plus en compte ce que font les autres. Et là, tu fais n'importe quoi. Donc, rester focalisé sur soi, se pas voir des fois les autres athlètes ils en rajoutent et se dire bon bah ok je me concentre sur ce que je peux faire et peut-être sur d'autres leviers qui sont pas de l'entraînement mais qui pour moi font partie intégrante de l'entraînement comme la récupération, mobilité, etc. On va pencher sur ça au plus haut niveau. Question de Thibault Lec. Salut Thibault. Au plus haut niveau, prend-on des produits complémentaires pour aider à la récupération? Myriam. En vrai, plus on s'entraîne, plus on a de besoins, quoi qu'il arrive. Et même aujourd'hui, plus on est... l'environnement dans lequel on évolue, il demande énormément de besoins complémentaires. La pollution, le stress, ça fait déjà beaucoup. Les aliments de moins bonne qualité, ça fait énormément. C'est ce qui fait que même déjà, en fait, on est en train de se dire que des personnes qui ne s'entraînent pas autant ou qui ont un mode de vie déjà actif peuvent avoir recours à ce type de complément. Après, je pense que plus on s'entraîne, et plus on a des besoins accrus. Ça fait partie même dans la récupération. Plus on a besoin accrus de mobilité, de prendre du temps pour soi. Et je pense que oui. Donc, on est obligé d'avoir, par exemple, une complémentation qui nous permet peut-être d'avoir moins d'inflammation, de gérer mieux les oxydations, ce genre de choses. Donc oui. Carrément. Mais la question c'est pardon. À haut niveau. À haut niveau, mais en fait, à partir du Avant moment où aussi, tu quoi. veux performer, même si tu es à bas niveau amateur, en fait, oui, t'en viens. as besoin. En fait, à partir du moment où tu pousses ton corps, parce que ce que Will il fait en équivalence chez un amateur, c'est quelqu'un qui va s'entraîner pas mal, beaucoup, Bah oui. etc., qui va pousser sa machine beaucoup. Il a autant de besoins. Le résultat et le but pour lequel on le fait, c'est pas la même chose, bien évidemment, mais au final, on a les mêmes besoins. On fait Il les n'y a mêmes, pas de ouais. raison que Will il se supplémente, il fasse gaffe à tout ce qu'il mange, etc. Et qu'un amateur il le fasse pas. S'il veut performer et s'améliorer, ça fait partie du truc, quoi. Et par rapport à tout ce qui se passe autour, on est obligé. Enfin, à un moment donné, on s'entraîne même autant, quoi. Il y a des personnes, elles s'entraînent tous les jours. Donc, quoi qu'il arrive, elles vont être face à un stress qui est l'entraînement. Donc, oui, il faut aussi qu'elles se cèdent, quoi. Moi, je vais me permettre d'extrapoler un peu la question de Thibaut parce que je pense que aussi pas mal d'athlètes se font un peu influencer par des fois le marketing des marques sur les réseaux. Donc, on a toujours l'impression d'avoir besoin de quelque chose en plus. C'est-à-dire que les marques, quand elles ont un athlète, elles vont dire voilà, on a cet athlète, il prend ça tous les jours. Et du coup, on se dit oh, je suis athlète aussi, moi, je veux faire ce qu'il fait l'autre. Ouais. Putain, il faut que je prenne ça. Et souvent, on peut perdre. Alors, il y a des marques qui vont communiquer de manière sincère pour votre bien, parce qu'elles travaillent avec des nutritionnistes, des personnes qui veulent votre santé, pas que votre performance, ou peut-être votre performance si on voit la santé comme une performance. Et il y a des marques, des fois, elles poussent à l'extrême un peu ce côté marketing avec les athlètes, parce que pour être tout à fait honnête, des fois, il y a des athlètes qui prennent pas du tout la marque qui les sponsorise. Ça, c'est véridique. Hein. Moi, j'en connais, je citerai pas les noms, mais ils prennent pas du tout le complément. On les voit des fois sur des pubs en disant oui, il prend ça tous les jours. Donc, il faut faire attention, écouter les personnes. Fermée. Ouais, c'est ça. Et puis, il faut pas avoir peur des fois d'accepter qu'on n'a pas la compétence pour savoir, d'aller chercher cette compétence auprès de personnes qui l'ont, et de se dire, ok, je vais m'informer, je vais voir ce dont j'ai besoin, mais c'est sûr que c'est obligatoire parce que ça fait partie de la performance au plus haut niveau, et que si vous... Même pas de la performance, moi je dirais que c'est pour la récupération. La récup. Parce que cette récupération, elle va impliquer la performance, mais pour récupérer, comme tu le dis tout le temps, Mims, c'est compliqué d'avoir tout, mais c'est même impossible, tu l'as dit, d'avoir tout ce qu'il faut dans le corps en micronutriments et macronutriments avec l'alimentation, surtout de nos jours, encore plus de nos jours. Et... Ouais. J'avais lu une étude dans ce sens. Elle disait qu'il fallait avoir entre 20 000 et 30 000 calories pour satisfaire tous les besoins macro et micronutritionnels surtout. En gros, c'est impossible. Si tu as 30 000 calories la journée déjà, bon, tu passes ta journée à manger, mais en plus, bon, on serait en mauvais état. Et en termes de macro, en termes de micro, de nutriments, on devrait aller à ça, tellement les aliments sont pauvres et tellement on a un besoin accru à cause de tout ce qui nous entoure. Et moi, je vais aller même plus loin, si ça concerne que moi, mais
beaucoup de gens me posent sur les réseaux comme question, t'es avec quelle marque, tu prends quel complément maintenant, mais la réalité c'est qu'en fait je prends pas de marque de nutrition en ce moment, de complément de marque de nutrition, parce que on pourra en parler avec Mims, il y a quasiment rien, alors je dis pas toutes les marques bien sûr, mais il y a quasiment aucune marque qui ont des produits d'une qualité qui va vers votre santé performance. Il y a vraiment les marques maintenant, elles prennent leurs produits pour créer leurs produits, avec des choses des fois de basse qualité, à rendement meilleur, qui va baisser leurs coûts. Et donc c'est compliqué. Et moi, c'est Mims qui m'a fait ouvrir les yeux là-dessus. Elle m'a dit, bon bah voilà, si tu veux vraiment être en bonne santé, parce que voilà, ok, c'est bien, on veut faire des performances et compagnie, mais ce qui est le plus important, moi je prends toujours ça comme exemple, et c'est ce qui m'inquiète, c'est que moi j'ai envie d'être à 50-60 ans pour pouvoir faire du sport avec mes enfants. C'est que je me dis, ok, même pas que avec mes enfants, mais genre me dire, ok, à 50-60 ans, j'ai envie de pouvoir faire du sport. J'ai envie de pouvoir faire des activités, j'ai envie de pouvoir faire ça. Et le truc, ça se fait maintenant. C'est pas à 40 ans. Et donc, il faut avoir cette notion de qualité. Et c'est compliqué à trouver. Alors là, on vous jette pas la pierre parce que c'est compliqué à trouver. Mais voilà, c'est quelque chose de super important et il faut faire attention. Il faut respecter la base, c'est déjà bien manger. Et ça, c'est sûr, il faut des bons aliments, des produits frais, locaux, de saison. Et après, au fur et à mesure, aller rétrécir cet entonnoir et aller sur la complémentation. Il faut respecter quand même cette... Et après, la question, c'est pour le haut niveau, mais en réalité, tout le monde. Même une personne qui ne fait pas de sport pourrait être même plus en carence sur pas mal de choses. Parce qu'elle ferait moins attention à ce qu'elle mange, sûrement elle serait moins sensible. Elle est moins sensible, peut-être qu'elle est plus liée au stress, elle a une activité physique moindre, donc du coup son corps ne fonctionne pas d'une manière optimale. Donc ça se trouve, les personnes même qui sont sédentaires ont peut-être même plus besoin d'une supplémentation que certaines personnes plus optimisées et plus éduquées. Parce que les personnes de haut niveau, généralement, elles mangent mieux. Elles font attention, Du coup, ce que dit Julian, c'est que les personnes à haut niveau, on a tendance à faire plus attention à ce qu'on mange. On mange moins transformé. Faire attention, quand je dis faire attention, à chaque fois, c'est pas faire attention sur les quantités, c'est faire attention sur la qualité et sur l'agencement de vos repas. Et donc, au final, les personnes de haut niveau, bah oui, elles ont de moins. Moi, je suis entièrement d'accord avec ce que dit Julian. Bah, il y a souvent des gens que je connais qui font pas de sport ou peut-être 1 à 2 séances par semaine. Ben là, ces gens-là, ils ont besoin d'être supplémentés et de la bonne façon, c'est-à-dire pas en écoutant je sais pas, quelqu'un qui n'a pas de compétences là-dessus, mais d'aller voir des personnes dont c'est le métier, de vous aider, de vous informer. Avoir bossé avec tous ces athlètes pros grâce à GoEd, il y a un truc, la différence majeure entre quelqu'un qui a un très haut niveau et quelqu'un qui a un niveau amateur ou qui fait des compétitions nationales même, c'est que le pro, il passe énormément de temps et d'argent sur son propre corps et que les amateurs, ils passent énormément de temps sur tout ce qui est extérieur à leur corps. Donc ils vont acheter des knee sleeves, ils vont acheter des poignées de force, des nouvelles lifters, genre la nouvelle barre Rogue parce qu'elle tourne mieux que les autres. En gros, c'est que du pipeau. Mais par contre, les pros, eux, ils passent un temps et un argent, parce qu'ils dépensent beaucoup d'argent pour trouver justement le bon truc de complément alimentaire chez cette marque, etc. Ils passent vachement de temps, ils vont acheter de la bouffe bio, de saison, etc. Ça coûte cher, malheureusement. Ils prennent du temps pour cuisiner, ils prennent du temps pour se mobiliser. Enfin, ils font tous les trucs, en fait, qui sont, désolé de le dire, mais un peu chiants à faire, mais qui, par contre, ont le plus gros impact sur leur corps et leur performance. Alors que l'amateur, lui, va essayer de chercher la solution rapide, qui va être régulièrement le truc extérieur. Et ce que tu dis, c'est super vrai parce que moi j'en connais beaucoup. Ils achètent des fois des TerraGun, plein de choses, des knee sleeves, comme tu dis, les dernières où ils changent de manique toutes les 2 semaines alors que leurs maniques sont encore toutes neuves. Alors que des fois ils te disent, voilà, j'ai été faire les courses je prends l'exemple de Grand Frère, parce que voilà, c'est Grand Frère, mine de rien, on trouve quand même pas mal de bonnes choses. Pas de pub, pardon. Il faut dire 3, Big Auchan, Fresh. Carrefour. Et du coup, ils disent, ouais, mais c'est trop cher. Mais en fait, là, on parle de votre corps, vous en avez qu'un, et de votre santé, vous en avez qu'une, et vous l'avez à vie, quoi. Et du coup, des fois, il faut... Alors, je suis conscient qu'il y en a qui ont des fois des soucis économiques, et ça, je comprends parfaitement, mais quand on parle de la santé et tout, on n'a qu'un corps, c'est super important, et au contraire, si vous avez des soucis économiques, vous avez qu'un corps, prenez-en soin, parce que votre corps, il sera peut-être plus productif, et ça vous sortira de ces problèmes économiques. Et puis entre une paire de genouillères à 95 balles plus une barre Rogue à 600 balles, vite, etc. Et non mais ça va super vite. Au final, si tu prends tout cet argent-là et que tu le mets dans ton alimentation et que tu le lisses sur l'année, c'est moins cher. C'est moins cher, mais ta performance, elles vont éclater. Ça me fait penser, tu sais, au bouquin là avec toutes les habitudes à mettre en place. Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est que tous ces efforts, en fait, l'humain de manière globale, il aime bien rechercher des récompenses court-termistes.
parce que c'est tout de suite valorisant et c'est tout de suite ça te fait monter ta dopamine. Donc quand tu t'achètes des genouillères, que tu les mets et que tu as un petit soutien dans ton squat, t'es content et donc tu donnes plus d'importance à ça. Alors qu'en fait la nutrition c'est un peu quelque chose de fantôme, on va dire. On voit pas l'impact sur le court terme, mais tu vas l'avoir sur le long terme. Et en fait c'est un vrai effet et un vrai bénéfice que tu vas avoir, que tu vas récolter sur du long. C'est ce qu'on dit toujours, c'est t'as deux options aujourd'hui. Soit tu fais les choix difficiles aujourd'hui pour avoir des choix beaucoup plus faciles à l'avenir, soit tu fais tes choix faciles aujourd'hui, je vais manger des chips, je vais m'asseoir devant le canapé, et tu vas faire des choix très difficiles dans l'avenir quand des soucis de santé vont arriver ou tu auras d'autres problèmes. Donc c'est toujours le juste milieu entre les deux, quoi. Toujours. Et ouais, Jean-Mi, il en a bien parlé dans la vidéo sur YouTube, et c'est vrai que des fois, la nutrition, et ça rejoint un peu ce qu'on disait pour GoWood, c'est exactement la même chose, entre acheter la dernière ceinture à 50, 70 ou les juniors, et des fois peut-être prendre un abonnement GoWood qui va vous coûter moins de 10 € par mois, et ce que ça va vous apporter dans votre santé, dans vos performances, dans votre bien-être, et là je prends nutrition, mobilité, tous ces trucs-là, et ben c'est énorme. En fait, c'est tous ceux sur quoi vous, les professionnels, vous passez le retour la majorité de votre temps. Le retour sur investissement sur ce type de choses est incroyable, et c'est pas de la pub, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose de... Il y a même des choses gratuites, hein. Tu vas t'exposer au soleil, tu peux faire plein d'autres choses. Bien dormir. C'est clair. C'est indispensable. C'est ce qu'ils appellent l'humain optimisé, quoi. Exact. Chercher à optimiser son être. Ouais, il faut en prendre conscience, c'est dur. Et puis chacun est unique en vrai. Exactement. C'est beau. Mais on a des besoins quand même qui restent un peu socles, quoi. T'es optimisé, toi ? J'essaye, en vrai, moi j'essaye vraiment, parce on n'est jamais au top, et du coup on peut constamment s'améliorer là-dessus, et moi Mims, voilà, elle me rend meilleur là-dessus tous les jours, et franchement, tu vois, je pense qu'aujourd'hui je suis à un certain stade, et je sais que dans quelques mois je serai meilleur, parce que on fait toujours des petites choses, on débloque des choses qui nous paraissaient difficiles ou peut-être irréalisables, on se rend compte qu'en fait c'est facile, c'est des routines à mettre en place, et on se rend compte que ça marche, qu'on se sent mieux, qu'on est mieux, et un corps et une santé, on n'en a qu'une, c'est super important. Là, je vous parle même pas de performance, je le disais, je le répète encore une fois parce que c'est super important. C'est quelque chose, il faut en prendre conscience et prendre soin de soi. Des fois, c'est bête, hein, mais c'est super important. Je vois des gens, comme tu disais, trop se focaliser sur des choses faciles maintenant, et ensuite, après, on va dire, à retour sur investissement très rapide et pour pas grand-chose. Alors que des fois, des choses un peu plus compliquées qui demandent un peu plus d'investissement, mais le retour sur investissement est énorme sur le moyen et long terme, quoi. Ouais. Et puis on n'a qu'une vie, quoi. Qu'une vie. Exactement. D'accord. Plus simple. Un jus de légumes maison, Oui. tous les matins, a-t-il les mêmes effets que des vitamines en cachet ? Non. Une bonne poignée de cachets, là, de beaux cachous bien blancs, tous les matins, là, quand même, c'est quand même mieux, plus agréable qu'un jus de légumes frais. Avec des bonnes gélules. Des bonnes gélules, là, c'est quand même cool. Hein. Ouais. Non, je rigole, bien sûr. On peut dire que non. En gros, un jus de légumes, c'est sûr que ça va apporter les micronutriments qu'on n'arrive pas à avoir dans l'ensemble de sa journée et dans lesquels on va être manquant, quoi qu'il arrive. Après, en gros, dans les compléments, il y a des choses qui sont spécifiques et dosées d'une manière beaucoup plus importante pour pouvoir satisfaire un élément, quoi. Donc non, forcément, on n'aura pas le même apport. Ça suffira pas. Voilà, ça va être assez court. Oui, mais ça, tu prends dans le contexte que les marques, elles vont avoir une communication sincère au niveau de ce qu'il faut prendre. Parce que là, du coup, Mims, elle pourrait vous le dire. Et puis les bons éléments aussi. Voilà, exactement. Parce que là, alors, quand elle dit tout ce qui est supplémentation, ça peut avoir de meilleurs effets potentiellement qu'un jus de légumes. Ça, c'est dans le cas où vous avez une supplémentation de très bonne qualité. Hein. Attention, on parle pas des gélules oméga 3 que vous allez trouver à 10 balles sur des gros sites ou dans des magasins qui vous targetent sur Instagram. Ouais, non, il faut faire attention à la qualité de sa complémentation. Il faut que elle soit adaptée à vos besoins. Donc, par exemple, un athlète qui s'entraîne en crossfit, qui fait des choses intenses, a un certain besoin en termes de gestion de stress, etc., qu'on ne pourra pas retrouver dans les jus de légumes. Donc voilà, il faut trouver la bonne chose, quoi. Si une marque vous conseille de prendre 2 gélules, que vous fassiez 50 kg ou que vous fassiez 100 kg et que votre taux d'entraînement soit de 1 heure par semaine ou 10 heures par semaine et que ce soit toujours 2 gélules par semaine, il y a un petit problème. Oui. Croyez-moi, il y a un petit problème. Ouais. Et puis aussi, il y a des... Enfin, je veux dire, on peut prendre plein de compléments multivitaminés, machin. Tu disais tout à l'heure la concentration. Est-ce qu'il y en a assez ? Ce que toi tu disais, oui. Est-ce que ça se trouve, il y en a peut-être trop pour toi ? Et du coup, ton corps, il va les sortir d'une certaine manière. Et la biodisponibilité aussi des composants ou des molécules. Il y a des molécules, en vrai, elles n'ont aucun effet. C'est
Par exemple, il y a des vitamines B12 en complément, c'est du cyanocobalamin, c'est vraiment de la merde, alors que en vrai, le corps, il va beaucoup plus gérer le méthylcobalamin. Oui. Donc en vrai, il faut juste se dire, il faut aller vers des marques qui prennent soin déjà des athlètes ou des personnes qui vont consommer et qui vont pouvoir aussi le doser de manière idéale pour eux, au lieu de vouloir tirer profit de vendre en masse. Faire de l'argent, quoi. Bah oui. Blague à part, moi je raconte une anecdote avec Mims. Des fois, il y a des compléments, bref, de marques qui me sponsorisaient ou pas. Je pensais vraiment que c'était de la qualité de fou. Et je lui disais, oh, ça, regarde, c'est un super produit. Elle l'obtenait, je sais pas comment, soit elle le commandait, Mims, elle commande des fois tout. Des fois, quand je dis, putain, il y a un truc qui doit être bien, elle le commande. Ça, c'est vrai, des fois, je lui dis juste, putain, il y a un truc que j'ai vu sur Instagram ou une marque ou un produit qui doit être super bien et tout. Elle le commande, elle regarde et là, elle me dit, ah non, mais en fait, c'est pas bien du tout. Là, la traçabilité au niveau de leur truc, leur sourcing, il est pas bon, cette molécule est pas bonne, elle va réagir avec ça, ou il y a deux principes à l'intérieur qui vont interagir entre eux et qui vont limite annuler les effets. Et en fait, il y a plein de choses que nous, on ne sait pas et que des personnes spécialisées comme nous savent, et c'est pour ça que c'est important de connaître exactement si c'est bien, parce que des fois on s'imagine qu'un produit est incroyable et en fait moi ça m'est arrivé plein de fois, elle me dit bah non, c'est pas bien, c'est pas mal, Oui. mais c'est pas bien. Donc il faut faire très attention et des fois il faut pas se laisser on va dire manipuler. Ouais. Après, c'est pas de l'accusation. Je pense Non, que bien ces sûr. marques, elles partent D'un bon sentiment. ouais, d'un bon sentiment, d'un intérêt qui est probablement positif, l'envie de créer des suppléments de qualité, Et de faire du etc. fric. Mais est-ce que ça a été réfléchi jusqu'au bout? Oui. Est-ce que on le À voit qui parce que, s'adresse aussi. de manière confidentielle, c'est vrai qu'on travaille aussi et on réfléchit sur une ligne de suppléments qui peuvent aider à la pratique Mais de notre sport. Oui. Pourquoi? Mais Parce que à on voit cause que c'est de compliqué à faire. tout ça. Mais oui, c'est compliqué. On réfléchit à ça parce que du coup toutes ces problématiques elles nous ont fait nous rendre compte que franchement c'est très dur quand t'es pas forcément un athlète mais une personne lambda de trouver des compléments alimentaires de qualité qui vont te permettre d'être en bonne santé, d'être en bonne santé et de voir ça comme une performance, parce que franchement c'est une horreur hein. Si tu veux avoir des trucs, moi je sais le nombre de fois où je dis à Mim ça je prends ça, c'est super bien, je l'ai payé super cher, donc on s'imagine qu'on l'a payé super cher du coup que c'est super bien, et elle me dit bah non Will, et après elle m'envoie une autre marque d'oméga 3 en me disant ça c'est bien, ok ça coûte le même prix, tu le mets au frigo, vas-y, bref. Et du coup c'est bien, et c'est vrai que c'est compliqué, franchement ça c'est pour les gens hein, même de savoir ce qui est bon pour eux, Oui. c'est super compliqué. Et puis il faut qu'ils s'intéressent à la pratique des gens et à l'environnement des gens. En vrai, il faut vraiment se mettre à la place il faut créer quelque chose qui fit un besoin. C'est pas vraiment à chaque fois dire ah bon, bah tiens, t'as ce produit qui va combler ça chez la personne. Non, il faut comprendre, étudier le marché, voir un crossfitter, ce dont il a besoin, une personne qui s'entraîne à haut niveau et qui s'entraîne de manière aussi intense ou qui accrue, qu'est-ce qu'il a besoin, c'est quoi ce qu'il vit à l'extérieur, la pollution, le stress, les réseaux sociaux, et donc il faut prendre ça en compte et créer quelque chose sur mesure pour cette personne avec la meilleure qualité, parce que ça aura un impact chez elle. Et donc il faut vraiment prendre soin de ses consommateurs. Et ne pas dire, bon ben moi je veux prendre soin, mais je vais lui micro-doser, comme ça en vrai il va commander toutes les 2 semaines et je suis sûre. Non, donne-lui un produit efficace. Comme ça, des fois ils mettent ce que tu me disais, je répète ce que tu disais, mais en gros des fois ils mettent une petite molécule et ensuite ils la mettent en gros sur le packaging, et on s'imagine, moi le premier, hein, je me dis wow, c'est trop bien, il y a ça, Mime, je me rappelle, elle m'a dit que c'était bien, donc je vais le prendre, et au final tu te rends compte que c'est micro-dosé, ou même que c'est annulé par des autres molécules à l'intérieur, et toi t'es là. En fait, non, du coup, ça m'a pas aidé, quoi. Et tu prends quelque chose qui marche pas, et autant là, à ce moment-là, vu les dosages, t'entends juste mange des légumes. Là, fais-toi un jus. Parce qu'il y a des choses, franchement, il y a plein de suppléments, t'as juste besoin de prendre des jus de légumes. Dans ce cas-là, oui. C'est ça, tu dépenses de l'argent pour rien. En ce moment, on parle beaucoup de collagène. Il y a Ouais. combien de types de collagène différents? Il y a différents types de collagène, 1, 2, 3. En vrai, il y en a certaines formes qui sont plus actives que d'autres, qui fonctionnent mieux. Mais là encore, on peut aller sur des choses. Quel est l'âge de l'athlète? Quels sont ses besoins? Est-ce qu'il a des réels besoins articulaires? Et est-ce que, de base, déjà, il n'a pas quelque chose de plus important à combler pour pouvoir aller optimiser son corps et produire du collagène? Parce qu'en vrai, le collagène, c'est quelque chose que tu peux toi-même métaboliser. Tu as des acides aminés qui sont non essentiels que tu peux utiliser. Mais est-ce que ton corps va être optimisé pour pouvoir le faire?
Et dans ce cas-là, tu pourras faire des économies et te concentrer sur les bonnes choses, par exemple. J'ai posé cette question juste pour montrer que voilà, aujourd'hui on parle de collagène. Oui. Quand vous achetez un supplément, il y a marqué collagène dessus. Est-ce que vous vous êtes posé la question quel type de collagène est dedans? Déjà. Et est-ce que votre corps est optimisé pour pouvoir l'absorber? Est-ce qu'il n'y a pas des choses plus importantes avant ça, en fait? Et en fait, le collagène, ils vont le vendre sur cette forme qui est finie, qui de temps en temps n'est pas forcément en fonction du type de collagène bien destiné. Voilà. Et alors qu'en vrai, déjà juste de manger correctement, ça va apporter une bonne dose de collagène. Et après, c'est de se dire, mais est-ce que c'est ça ma priorité? Ou est-ce que c'est d'avoir un bon métabolisme? Est-ce que c'est d'avoir un bon système anti-inflammatoire à travers mes gras? Est-ce que j'ai un bon cholestérol? Et après, se dire, peut-être qu'une fois que tout est optimisé, je vais aller sur du collagène parce que j'ai plus de 30 ans, que j'ai du mal à en produire. Mais c'est pas une priorité, il y a des choses plus fondamentales avant. Ça me fait penser à... on parlait un peu de ça quand on regarde l'entrepreneuriat et l'envie de ces gens de créer des marques, etc. Et même quand on pense à GoWod, dans le passé, on parlait beaucoup de product market fit. En gros, est-ce que le produit que tu fais convient au marché à qui tu essayes de le vendre? Ouais. Donc ça, c'était vraiment l'ancien modèle. En gros, voilà, tiens, on va produire je ne sais quoi et tiens, il y a un marché. Est-ce que ça convient au marché? Oui, ils l'achètent, très bien. Sinon, on change le produit, on essaie de leur donner le produit. C'est ce que beaucoup de ces marques essayent de faire. Alors qu'aujourd'hui, de plus en plus, et si on regarde aux États-Unis ce qui se passe avec les investissements où ils font beaucoup plus d'attention, si on regarde même l'exemple de GoWod, si on parle de supplémentation, etc., et des entreprises qui marchent pour la nouvelle génération, on parle maintenant de Product Founder Fit. En gros, est-ce que ton produit est en ligne avec les fondateurs de la marque? Est-ce qu'il y a une vraie histoire? Est-ce qu'il y a une vraie volonté d'apporter un produit qui est sain, qui est bon et dans lequel eux ils sont passionnés, dans lequel ils se reconnaissent? Et on voit avec GoWod. Oui, il y a un truc qui m'a toujours rendu fou dans toutes les autres marques, mais dans tous les milieux, pas que dans la nutrition, mais c'est ce côté où il y a des sociétés qui font des choix qui sont purement dictés par le marketing et qui ont rien derrière. Et pour moi, ça, c'est du mensonge, en fait. Tu mens à tes clients, littéralement. Tu le tournes comme tu veux, t'embrouilles tout le monde, tu mets les mots que tu veux, bien choisis, et en fait, si tu devais mettre un petit astérix, tu aurais plein de trucs écrits. Et nous, il y avait certains de nos concurrents américains qui, par exemple, c'est un truc qui m'avait marqué, tu pouvais filtrer dans la bibliothèque d'exercice, tu pouvais filtrer par endroit du corps, ce qui en soi est une super feature. Voilà. Sauf qu'en fait, je connais leurs trucs par cœur et je sais que c'est pas possible. Je sais qu'ils traitent ni les épaules, ni les chevilles, ni rien du tout. Et donc du coup, je m'étais amusé, j'avais cliqué sur cheville, j'avais cliqué sur amélioration de l'overhead et tout. Mais sur les chevilles, ça m'avait marqué. Je clique sur cheville, il te donne, voilà, voici tous les protocoles qu'on a pour faire pour les chevilles. Aucun exo de cheville dedans. Donc en fait, il joue juste sur le fait que la personne qui va utiliser ce produit, elle a pu filtrer, donc elle pense qu'elle va faire ça. Elle n'est pas assez experte, elle n'est pas kiné et machin, donc elle ne sait pas qu'en fait elle va pas bosser ses chevilles. Donc en fait elle est en train de faire un truc qu'elle recherche, on lui ment, elle le fait, elle pense que ça l'améliore, en fait pas du tout. Et ça me rend fou. Mais c'est un truc qui me rend fou. Donc nous chez GoWod, on a toujours choisi de faire l'inverse. On a toujours dit, si on sort quelque chose, si on sort une feature, si on sort un produit, on est sûr qu'il marche, sinon on le sort pas. Et marketingment parlant, on veut pas du tout mentir aux gens. Et tant pis, des fois on rate des occasions business importantes où franchement on pourrait faire du fric sur ça. Mais tant pis en fait, parce que je suis sûr que sur le long terme, c'est nous qui allons gagner de loin. Parce que du coup, tous nos utilisateurs, ils savent que quand on fait quelque chose, c'est que ça marche, c'est sûr, c'est prouvé. Voilà. Et on peut le prouver avec des millions de données maintenant. Voilà. Et ça marche dans la nutrition et c'est pour ça qu'on commence à réfléchir à ce projet aussi là, de compléments, parce que ça nous rend fou de voir tous ces compléments alimentaires qui nous mentent. Et nous, on veut faire quelque chose qui va dans notre ligne directrice, qui est la qualité avant tout. On s'en fout de machin. S'il faut faire payer plus cher un complément parce que nous, on le paye plus cher, eh ben c'est comme ça. Mais au moins, on est sûr que... Je prends cet exemple-là, mais est-ce que tu pourrais donner ton produit à ta mère? Voilà. Si la réponse est genre, non, pas trop, faut pas le prendre. Hein. Voilà. Nous, je sais que peu importe ce qu'on fera, ce qu'on va le donner, je pourrais le donner à ma mère, ma grand-mère, mes parents, n'importe qui autour de moi, parce que je serais fier de tout ce qu'on a fait. Et parce qu'on comprend les besoins et vraiment on a envie d'aider, quoi. C'est pas juste le vendre, quoi. On veut aider. Oui, ça part d'une quelque chose qui est sincère et voilà. Et au-delà de ça, et d'une expertise. Au-delà de dire j'ai confiance en mon produit, je suis prêt à le donner à ma famille, etc. Tu le pratiques toi-même. Oui, tu le prends toi-même. Tu l'as vécu toi-même. Tu es passé par ce schéma, tu t'es dit putain pourquoi ça n'existe pas.
Et naturellement, tu en es venu à créer quelque chose qui répond à ce besoin d'une communauté. Bah, ouais, c'est vrai. En plus, ça, honnêtement, moi j'étais un peu déçu de voir qu'on est un peu parce que tu te fais manipuler au niveau des concentrations et compagnie. Et du coup, tu te dis. Putain, quand même, là, on parle de santé, quoi. On n'est pas sur louper un overhead squat ou quoi. On parle quand même de la santé, c'est-à-dire quelque chose que tu as pour toute ta vie, qui va influer sur ton travail, qui va influer sur ta vie de famille, sur ta réussite, sur plein de choses. Et t'es là, mais putain, tu te fais mentir à droite à gauche. Alors des fois, il y a des marques, elles mentent. Je suis d'accord, elles ont des bonnes intentions, et ça, c'est vrai, on les met pas tous dans le même panier, hein, bien sûr. Mais des fois, tu te fais un peu malmener, un peu à droite à gauche, et toi, tu te dis, ok, je vais prendre ça va peut-être m'aider et tout, et tu as plein de bonnes intentions, et tu te rends compte qu'en fait, il n'y a pas les bonnes concentrations, il y a des interférences, il y a ci, il y a ça, et tu as l'impression d'être vraiment mené en bateau. Moi, c'est l'impression que j'ai eue, pour être 100% honnête avec vous, et j'étais un peu en mode, ok, mais putain, Mims, je fais quoi ? Franchement, je dois prendre quoi ? Et maintenant, des fois, tu sais même plus. Des fois, je vois des produits, je dis, ok, Mims, là, tu m'as dit magnésium, mais magnésium, là, je vois partout. Tu vas sur n'importe quel site, tu tombes sur du magnésium, t'en as 150 000. Voilà, et après, tu vois, t'as des goûts de partout. Et là, Mims, elle m'a dit, bah attends, ok, voilà, j'en ai un là qui. Regarde, et c'est souvent des trucs un peu plus chers, avec des packaging moins attrayants, mais du coup, t'as du magnésium de bonne qualité. Peut-être même moins bon, parce que certaines fois, ça a un petit goût, mais c'est pour ça qu'on prend en fait, parce que cette forme c'est la plus biodisponible. Et quitte à dépenser des sous, peut-être un peu plus, mettez-les dans quelque chose qui va vraiment vous apporter une plus-value, vous apporter des choses qui vont aller dans le sens de vos objectifs, de votre progression, et vous verrez que vous ne serez pas déçus et qu'à la fin vous serez plutôt d'avis de dire ok, je vais m'informer, mettre le prix et avoir des choses qui vont vraiment impacter. Il faut comprendre quoi, c'est que une personne qui pratique le CrossFit, elle a des besoins particuliers et donc il faut à un moment donné respecter aussi ses besoins et il faut comprendre cette pratique. C'est pas quelqu'un qui fait, je sais pas moi, du ping-pong qui va dire je vais offrir un produit. On adore les pongistes. Une personne qui va faire du CrossFit. Cette personne ne sait pas quoi en fait. C'est ça qui est fou. On a bien répondu à cette question. Ouais. C'est juste des jus de légumes à la base. Ouais, mais au final, c'est tellement intéressant et ça pourrait limite être un sujet de podcast. Il y a quelqu'un qui demande justement un podcast sur la nutrition, les bases, etc. Mais je pense que ça va venir. Ça va venir. Faut qu'on le fasse bien. J'avais parlé de GoWOD avant, on est revenu sur les suppléments. Mais moi, je vais retransitionner sur GoWOD. Parce qu'on est chez vous. On est où d'ailleurs ? On est à Montpellier. On est à Montpellier, on est dans une salle de réunion. On est dans la salle de réunion verte insonorisée. Je sais pas si pour ceux qui regardent YouTube, vous voyez le gros écran derrière moi sur lequel vous faites les tests, c'est ça ? Ouais, en fait c'est un iPhone géant. Donc ça nous permet de tester en géant. Cher, celui-là. Et donc un peu, mais du coup en fait ça permet de mettre l'app et de le voir en gros, mais en plus on peut jouer à Fruit Ninja dessus. C'est cool. Je m'y attendais pas. C'est aussi la table sur laquelle on joue de temps en temps GoWOD joue au ping-pong. En fait c'est une table de réunion avec une un ligne trait au centrale. milieu et un filet qu'on peut enlever. Et sachez qu'on va sûrement se faire une partie juste après ce podcast. Et moi j'ai une question de Guillaume Gloglo. Salut Guillaume. Comment GoWOD crée des partenariats avec ses athlètes ? Comment ils prennent contact et comment ça se De plusieurs façons. La première, ça dépend. À l'époque où on n'était encore pas assez connus, c'est nous qui prenions contact avec les athlètes. Comme c'est passé avec Will par exemple. Mais en gros, on contactait les athlètes principalement sur Insta parce qu'on n'avait pas leur email. Et on leur offrait l'app. C'est le premier truc qu'on faisait. On leur offrait l'application premium. Moi, ils m'ont même pas offert l'app. Franchement, non, ils m'ont pas offert l'app parce qu'elle n'existait pas encore. C'est vrai. Il a offert, mais c'est juste qu'elle marchait pas. Quoi. Et donc en fait, on leur offre l'app. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on les laisse un peu jouer avec. On va les espionner après dans la base de données et on regarde s'ils font ou pas l'appli. Et si jamais on voit qu'ils s'y filent et qu'ils l'utilisent vraiment, alors on revient vers eux. Et dans ces cas-là, on commence à discuter d'un possible partenariat, donc un contrat avec eux, soit directement avec eux s'ils n'ont pas d'agent, soit avec leur agent, après s'ils en ont un. Maintenant, on est passé dans une seconde phase où on reçoit des demandes de sponsoring un peu tous les jours et beaucoup. Et là, maintenant, c'est les athlètes qui viennent à nous principalement. La plupart des athlètes pro, j'ai pas le droit de dire ça, mais la plupart des athlètes pro aujourd'hui au Games, ils font tous GoWOD, même ceux qui bossent pour une autre marque, qui sont sponsorisés par une autre marque. Mais du coup, ils utilisent GoWOD au quotidien. Oui. Ça, je confirme, je l'ai déjà dit dans un podcast précédent.
On peut pas dire les noms, mais je vous garantis que c'est vrai et qu'il y a plein d'athlètes qui le reconnaissent ouvertement en disant bah oui, je fais GoWood tous les jours et moi je l'ai vu, qui vont même voir Thibaut alors qu'ils sont sponsorisés par une marque concurrente et qui disent non mais regarde, je fais GoWood s'il te plaît. Est-ce que ne m'oublie pas le jour où vous cherchez un autre athlète. Ah ouais. D'ailleurs, là-dessus, parce que je suis un peu vos newsletters, mais c'est vrai que de temps en temps vous couvrez des profils de vos athlètes et ils expliquent comment ils utilisent GoWood, etc. Donc si ça vous intéresse, inscrivez-vous à la Ouais, à la newsletter, il y a tous nos athlètes qui l'utilisent de manière plus ou moins la même chose, mais il y a certaines personnes qui ont leurs préférences, certaines qui préfèrent faire des protocoles le matin, l'après-midi, d'autres qui font énormément de pré-WOD, moins de post-WOD. Bon, enfin, ils ont tous leur organisation et en fait on leur a juste posé la question et on en a fait un email. Donc vous pouvez savoir comment Justin, comment Willy, comment Fraser, comment Catherine, Brooke utilisent l'app. Et après, principalement, nous la clé c'est qui veut utiliser le produit vraiment, qui y croit vraiment. C'est la seule condition pour bosser avec quelqu'un. Donc aujourd'hui, de tous nos athlètes, et on en a un paquet, tout le monde fait GoWood tous les jours. Voilà, c'est la seule condition. Si jamais ils le font pas, en fait, on travaille pas avec eux. Ça sera pas naturel s'ils parlent de nous. Ils sauront même pas de quoi ils parlent d'ailleurs. Ça n'a aucun sens de travailler avec quelqu'un qui croit même pas en ce que tu fais. Ouais. Et donc aujourd'hui, on a passé un cran supplémentaire. On est sponsor des games, etc. Donc maintenant, c'est les athlètes qui viennent à nous et qui nous demandent des abonnements en disant voilà, j'ai fait les games 3 fois. On sait qui c'est en général, ces personnes d'ailleurs, mais ils viennent nous voir. Est-ce que c'est possible d'essayer l'app? Bien évidemment, on leur fait essayer gratuitement. On leur donne un accès pendant quelques mois. Et ensuite, si vraiment voilà, ils s'y mettent, ils sont à fond, dans ces cas-là, pareil, on parle avec les agents. Et après, les athlètes sont sortis de la boucle ici, bien évidemment. Mais c'est une simple négociation sur les termes du contrat, comment on fait, combien de temps on met en place, est-ce que c'est quelque chose qui est rémunéré ou non, est-ce que ça comprend des bonus de performance ou non. Enfin, il y a plein de clauses dans un contrat de sponsoring. Et après, c'est simplement maintenir une relation avec l'athlète. Et on échange beaucoup avec eux parce qu'on veut savoir ce dont ils ont besoin. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'on couvre mal dans l'app et dont ils ont besoin, et dans ces cas-là, on demande des retours. C'est hyper intéressant d'avoir ces retours-là. Tout comme c'est aussi intéressant d'avoir des retours du débutant qui est pas bon en Mobi, pas bon en CrossFit encore, mais qui lui va nous donner plein de retours. Bah, moi, je m'y retrouve pas assez parce que j'aimerais bien voir ça. Et aujourd'hui, ce serait mentir que de dire que 90% de toutes les features qui existent dans l'app, elles sont pas à la base basées sur des retours utilisateurs. Que ce soit des athlètes de haut niveau ou que ce soit des gens qui font lambda dans leur salle. Voilà, c'est vraiment ça qui nous fait avancer. Mais en effet, si vous voulez être sponsorisé par une marque, la première chose à faire, je ne le répéterai jamais assez, utilisez-le. Ouais, et puis on va vous communiquer le numéro de Thibaut, comme ça vous pourrez le contacter 06 12. Et puis il y a un truc intéressant, là il en a parlé un petit peu, mais c'est pas, je pense que c'est par humilité, pas mal placé, vraie humilité. Et il y a eu le avant et après qu'ils aient sponsorisé Matt Fraser et Catherine aussi, parce que moi je me rappelle, je l'ai vécu, du coup j'étais tout le temps à peu près là pour voir ça de l'intérieur et assister à on va dire rouleau compresseur GoWood dans le monde entier. Et il y a eu au début, les athlètes, c'était une plus-value pour GoWood qu'un athlète soit sponsor GoWood. C'est-à-dire que c'était GoWood qui se sentait valorisé par le fait qu'un athlète, ça n'a pas duré longtemps, je vous le garantis. Mais au début, c'était une plus-value. Bon, GoWood, ils étaient contents et ça leur apportait quelque chose que les athlètes, même si ça leur apporte toujours, bien sûr, mais c'était vraiment une plus-value pour GoWood. Et depuis, après Matthew Fraser, maintenant, moi, je le vois parce que les athlètes en parlent, de comment les athlètes le vivent. Maintenant, c'est une plus-value pour les athlètes. C'est-à-dire qu'un athlète qui est sponsorisé GoWood, eh ben, il a plus de poids avec les autres marques, y compris pour obtenir d'autres contrats ou obtenir peut-être une reconnaissance sur les réseaux sociaux, de dire je suis athlète GoWood. Maintenant, dire je suis athlète GoWood, c'est une plus-value de dingue pour les athlètes. Et ça, il y a eu ce basculement à un moment donné qui était incroyable parce que les athlètes, c'était limite se vantaient d'être athlète GoWood, et ça c'était beau, hein. Franchement c'est une belle chose, hein. C'est pas quelque chose de négatif, hein. Et ça c'était assez incroyable parce que maintenant les athlètes, c'est vraiment, ils ont même plus de poids dans les négociations avec d'autres sponsors quand ils sont athlètes GoWood. Et ça, c'est quand même fou de savoir, tu vois, qu'il y a une marque française qui est partie de là et que maintenant, tous les Américains sont là. Moi, je suis athlète GoWood et ils bombent le torse, quoi. Donc, c'est beau, hein, c'est beau. Mais voilà. c'est aussi parce que, en gros, votre démarche, elle a été authentique. Et qu'en vrai, vous avez un retour aussi qui est entier de la part des athlètes. Ils l'utilisent, vous essayez de faire un produit qui leur va. C'est pas comme si c'était un produit comme ça et qu'ils l'utilisaient de temps en temps. C'est que ça les aide réellement dans leur récup. Et que du coup, chacun se retrouve en fait. Quand tu y penses, c'est pas beaucoup de marques pour lesquelles c'est le cas. Hein, non. Non. Ouais. Tu regardes, franchement, les seuls, c'est peut-être Rogue. Je vais dire Rogue, t'es très fier et tu utilises que leur matos, quoi. Je veux dire,
c'est vrai, t'as un vrai sentiment d'appartenance, quoi. C'est un gage de qualité. Bah, Ouais, t'as ils quand ont même créé d'autres- ça tu vois, aussi, genre, ouais. voilà, pour, moi, tu vois, je suis très fier d'être No Bull. Quand j'étais Nike, j'étais très fier. Je pense qu'il y a d'autres athlètes qui sont d'autres marques, comme, franchement, il y a Nike et No Bull. Je vois pas. Oui, Il n'y je a vois. pas Adidas et compagnie, mais sans manquer de respect aux autres marques, bien sûr. Hein, mais c'est vrai, ce que tu dis, il y a très peu de marques pour lesquelles c'est une fierté. Et c'est beau parce qu'ils partent avec de bonnes intentions et ils n'ont pas changé ces bonnes intentions. Moi, je vois, pas de l'intérieur, mais de l'extérieur, parce que je suis proche de Thibaut depuis le début et même avant le début de ses intentions. Et à chaque fois, c'est comment améliorer l'expérience et peut-être la performance et la santé des athlètes de tout niveau. Que ça C'est-à-dire qu'ils ne se fonctionne, focalisent quoi. pas que sur les athlètes des Games. Et c'est ça qui permet de fonctionner. Il n'y a pas de miracle parce qu'ils ont des bonnes intentions et que voilà, ça va dans le sens de ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Hein, ça rejoint au final tout ce qu'on Ça disait sert tout à l'heure. quelqu'un, quoi. Ouais, d'ailleurs, j'extrapole sur un peu sur la question qui est comment on crée des partenariats, parce que ce behind the scenes, Ah je sais oui, que ça le intéresse numéro de beaucoup. Thibaut. Alors, j'étais Non. 0612. Non. Mais vous pouvez nous contacter sur GoAd si vous avez besoin. Il y a un truc, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément d'athlètes amateurs principalement, mais qui aspirent à aller au plus haut niveau, qui vont se jeter sur des sponsorings, Ouais. alors que, potentiellement, ils y croient pas du tout, et T'en avais du parlé au coup, premier podcast, ouais. ils Je me font des rappelle. sponsorings sur du court terme. Prenez du long terme, pas du court terme. Et il faut savoir que les marques comme donc nous, mais Rogue, No Bull, en gros, les gros acteurs là, maintenant du milieu, ils sponsoriseront jamais, clairement, jamais, quelqu'un qui a changé 4 fois de sponsor ou qui est sponsorisé en même temps par 3 marques de fringues différentes. On voit beaucoup, alors c'est souvent chez les femmes, mais ça n'a rien à voir, c'est plutôt parce qu'il y a plus de demandes des sponsors chez les femmes. Mais on voit, on suit sur les réseaux des personnes qui, un jour, elles placent une marque, le lendemain, elles placent une autre marque, et le lendemain, elles placent une autre marque. Ensuite, il y a plein de trucs de suppléments alimentaires. Ensuite, il y a une boisson énergétique. Ensuite, il y a... Et en fait... Ça, une marque comme nous, on veut pas être mêlé au milieu de ça. Déjà parce qu'on veut pas être mêlé au milieu des marques de second tableau, Et entre auquel tu guillemets. crois pas non plus, par exemple. Et puis qui ça veut fit dire, pas votre- exactement, pour nous, cette personne-là, ça veut dire, en fait, j'imagine que du coup, t'as pas vraiment une préférence pour ces fringues-là, tu Ouais. veux juste vendre Ouais. des fringues, ce qui veut dire que moi, si je te sponsorise, eh ben, les gens vont passer la même chose de moi par rapport à toi. Donc ils vont dire qu'en fait, je t'ai juste filé un billet pour que tu parles de moi, tu l'utilises même pas. Et donc en fait, c'est un vrai problème parce qu'aujourd'hui, on le retrouve, il y a des athlètes qu'on aimerait sponsoriser, nous, qu'on aimerait faire la démarche d'aller voir et de dire, écoute, on aimerait bosser avec toi, mais malheureusement, ils font ça. Et donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir un peu de poids, et c'est arrivé il n'y a pas longtemps, je t'en avais parlé, avec un athlète italien, et on lui a dit, en fait, soit, c'est malheureux, mais soit t'arrêtes ça, et t'enlèves tous ces sponsors-là, et tu les sors de la liste, et maintenant tu prends que un sponsor par catégorie auquel tu crois, et tu fais la promotion utilises. que de ça. Et dans ces cas-là, on veut bien après travailler avec toi. Si c'est pas le cas, désolé, mais on peut pas faire ça. Mais- Et ces gens-là, en plus, il faut savoir que les contrats qu'on a avec nous, avec No Bull, avec Rogue, donc avec ces gros acteurs, en général, quand on vient et qu'on s'engage, on met les moyens. Ouais. On C'est pour on de veut vrai, quoi. vraiment vous soutenir, on met les moyens. Plutôt que d'aller choper, je prends des chiffres au hasard, ok? Plutôt que d'aller choper 100 balles ici, 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 vous avez 4 sponsors pour 400 balles, prenez un sponsor à 500 balles. C'est la même chose, ou même à 400, hein, c'est la même chose. Vous avez une marque pour qui vous postez, vous avez le même argent, mais au moins vous vous diluez pas et votre feed il ressemble à quelque chose. Les gens qui vous suivent, ils veulent pas voir vos fringues et ce que vous vendez toute la journée. Quand on suit Will, on suit son entraînement, ce qu'il fait, son quotidien quand il joue au golf. On suit Will. C'est pas très beau. C'est pas Pour être ouf. honnête, j'ai pas fait Quotidiennement, vendre. J'ai il pas doit- fait vendre. Quotidiennement. Et en fait, on suit ce qu'il fait vraiment et sa vraie personnalité. Ouais. Et ensuite, Mais quand j'ai pas eu de. Moi, j'ai eu la chance, et pas, parce que voilà, j'ai eu cette volonté d'avoir toujours des marques dans lesquelles je crois. J'ai pas eu beaucoup de sponsors, en vrai. Oui. Il y a des athlètes qui ont 20 ans et qui ont eu plus de sponsors dans leur vie que moi j'en ai eu dans toute ma carrière. Ouais, toi, tu les as gardés. Et le truc, c'est que j'ai toujours voulu me dire, ok, bah, je garde des sponsors. Et là, il y a même des marques avec qui je suis toujours lié. Et honnêtement, je garde le partenariat, pas parce que ça me rapporte beaucoup, parce que le contrat, je l'ai même depuis des années. C'est limite parce que par respect pour eux, ils ont cru en moi au tout début. Et du coup, je me dis, bah voilà, c'est juste au bout d'un moment, voilà, j'ai envie d'avoir ces marques avec lesquelles je suis longtemps parce que je crois vraiment en ça et j'ai pas envie de me foutre de la gueule du consommateur. Et là, je vais peut-être me faire un peu l'avocat aussi des athlètes parce que, ok, il y a ces athlètes qui, ce que disait Thibaut, et je sais qu'il le dit pas contre les athlètes et qu'il va tenir le même discours que moi, mais
il y a aussi ces athlètes, ils ont plein de sponsors à droite à gauche parce que malheureusement maintenant il y a des agents qui d'ailleurs n'ont la qualification d'agent que dans le nom, et au regard de la loi, il faut savoir que tout ce qu'ils vont vous faire c'est rien. Si l'agent n'a pas une licence en droit ou est reconnu officiellement par la fédération, et vu qu'au CrossFit il n'y a pas de fédération, donc normalement il n'est pas censé pouvoir représenter vos intérêts, c'était une petite aparté, et ben ces agents ils poussent les athlètes à avoir 25 000 contrats partout, alors c'est bien parce que l'athlète je comprends, il veut gagner sa vie, il veut rentabiliser au maximum mais très rapidement, et tu gagnes un peu d'argent, tu commences à voyager, tu fais ci, tu fais ça, et c'est super ça. Ouais, franchement les athlètes c'est top, je me mets à leur place, je l'ai vécu, et tu découvres que tu peux faire des choses avec le CrossFit, que tu gagnes ta vie, et c'est top. Mais ces agents, ils font ce qu'a dit Thibaut, c'est-à-dire qu'ils vont vous faire avoir plein de contrats à droite à gauche, et qu'au final vous perdez de la valeur aux yeux des marques. Donc des grandes marques, des grosses marques, voilà, exactement. Et donc ça devient compliqué, et ces agents, pour moi, il y en a plein là, ils rentrent dans la tête des athlètes, jeunes ou pas jeunes, et c'est pas bon ce qu'ils font, parce que déjà de base faut se méfier. En France c'est quand même vachement réglementé, et le problème c'est que ces agents ils ont aucune formation juridique, et ils s'informent même pas, donc ça devient compliqué. Et est-ce qu'ils veulent vraiment le bien de l'athlète, ou est-ce qu'ils veulent simplement oui, c'est sûr que quand tout va bien, c'est facile de dire on veut le bien de l'athlète, mais le jour où l'athlète il aura peut-être plus les mêmes perfs, ou plus peut-être le même rendement, ou peut-être des périodes difficiles dans sa vie, comme certains athlètes, je prends l'exemple de Ellie Adams, la pauvre, ce qu'elle est en train de vivre. Oui, ils vont le lâcher. Voilà, est-ce que ces agents ils seront toujours là pour vous, dans le sens où ils travailleront activement pour votre réussite Quand tu regardes, prends toi comme exemple, tu prends Fraser, tu prends, je sais pas, qui tu veux, Tia, machin. Ils ont tous des marques. Ça fait 10 ans qu'ils sont avec. Tia, elle a quand même des fois, elle abuse. Tia, elle a beaucoup de sponsors parce qu'elle sent que la fin de carrière est proche. Mais Tia, c'est pas le bon exemple en effet. Mais sinon, les autres, tous ceux qui bossent avec Nike, Nobull, Rogue ou nous, ils sont, du jour où ils ont signé, ils ont été jusqu'au bout de leur carrière, et même plus souvent après leur carrière, ils sont restés encore machin. Fraser, il est Nike depuis J1. Voilà, et il a toujours été Nike, et c'est comme ça. Et en fait, Nike, du coup, il le supporte quoi qu'il arrive. Si Fraser il avait été blessé, il aurait pas fait de compète pendant 2 ans, Nike, ils auraient été derrière lui, il aurait poussé quand même, il aurait payé peut-être même plus pour l'aider à revenir, etc. Ça, je peux vous assurer que la plupart des sponsors, ils vous dégagent à la seconde, parce qu'en fait, ils se disent « Ah oui, il fait plus de compète ensemble. » Il faut trouver des... Est-ce que Nike, ils ont la possibilité Nike, mais toutes les marques ont la possibilité de le faire. C'est juste que, malheureusement, il faut savoir que si une marque vous propose un mini-contrat à vous, à quelqu'un d'autre, etc., vous êtes juste un bout de pub pour eux. Vous êtes pas un nom, personne ne parle de vous dans les bureaux à dire « Ok, qu'est-ce qu'on va lui faire faire, pourquoi, etc. Est-ce qu'il est heureux avec nous ?» Vous êtes juste un nom sur un bout de papier. Si vous avez vraiment une relation avec une marque sur du long terme, etc., mais là, les marques, elles vont vraiment vous soutenir. Vous pouvez les appeler et dire, c'est un truc hors contrat. Vous pouvez demander, dire, je suis un peu raide financièrement, je dois aller faire la compète en Australie, est-ce que c'est possible de m'aider? Et ces marques-là, elles vont vous dire, bah ouais, pas de souci. Prenez un exemple, moi j'aime bien. On va vous aider. Vas-y, excuse-moi. Prenez un exemple de... Non, mais parce que ça me faisait penser à ça, mais moi j'aime bien, alors je suis un peu peut-être à l'ancienne, ou bref, c'est pas grave, mais je suis comme je suis, mais j'aime bien des fois que quand les marques elles prennent des nouvelles, quand il n'y a aucune raison. Parce que c'est facile de prendre des nouvelles quand tu arrives proche des Open, proche des quarts, proche des Games, avant les Games, après les Games, bref, ou quand tu as fait une perf ou quoi. Mais une marque, ou peut-être qu'un qui représente une marque, parce que voilà, vous serez jamais en contact directement avec le PDG de la marque, faut pas croire. Quoique, moi, mais au final, c'est moi qui parle avec eux. Oui, bien sûr, mais genre, non, mais par exemple, je me disais Nobull, la dernière fois il a répondu à ma story, au final, je me suis retrouvé à discuter avec Michael, un des patrons de Nobull, j'étais là, waouh, putain, le mec il me parle sur Insta, quoi. Et j'étais limite flatté. Mais ouais, mais chez Nobull, tous les patrons, ils connaissent les athlètes. Ils savent exactement quitter ce que tu fais, pourquoi, etc. Ils sont tous crossfitters, mais ils savent tout ce qu'ils savent. Je suis sûr que les marques dont on parlait tout à l'heure, tu leur donnes un nom de mec à qui ils envoient des fringues, ils te disent c'est qui lui. Mais ouais, et puis il faut que les marques elles prennent des nouvelles de vous, que si vous êtes athlète, bah, c'est simplement pour créer des bonnes relations, comme il disait Thibaut, c'est super important, ça doit être une relation win-win, c'est-à-dire que la marque s'en sort grandie, et vous vous sentez également grandi et bien dans cette relation, et si vous vous sentez bien, vous performez, et jamais que la marque oublie, et ça c'est une chose que fait incroyablement bien GoWOD, comparé à toutes les autres marques, et là je les mets même pas au même niveau que les autres marques, parce qu'ils sont vraiment à des années-lumière des autres marques, pour être 100% honnête, et ben ils ont conscience que des fois, faut laisser tranquille l'athlète, parce qu'ils ont tout intérêt à ce que l'athlète, il s'entraîne et qu'il soit performant. Alors oui, l'athlète a des obligations, il faut les respecter, ça c'est
c'est une chose primordiale. Mais par contre, ouais, des fois, vous n'êtes pas un panneau publicitaire et vous avez le droit aussi de penser de votre façon et de penser voilà, d'une façon différente de ce que la marque voudrait, dans le sens de la marque, bien sûr, mais vous n'êtes pas un panneau publicitaire. Et, c'est encore une fois quelque chose de court terme et de long terme, c'est d'arbitrer. C'est quoi mon plan à long terme? Est-ce que c'est réellement de performer et d'avoir un réel plan mis en place? Et dans ce cas-là, on sait qu'on va aller réaliser certaines choses. Dans ce cas-là, on va s'entourer des meilleurs. Ou est-ce que, en fait, on doit consommer et puis on agit dans l'instant sans avoir un réel plan? Et dans ce cas-là, on consomme, quoi. On va avoir plein de marques pour pouvoir s'aider sur le jour J. Mais est-ce qu'encore une fois, à long terme, c'est payant? Non. En fait, cette stratégie. Si tu vas voir ton assureur et qui te dit un jour mets de l'argent sur ce placement, c'est le meilleur placement du monde. Et le lendemain, tu vas le voir, non, mais en fait, lui, c'était pas bon, mets sur ce placement-là. Et 3 jours après, non, mais mets sur ce placement-là. Tu vas dire, mais en fait, qu'est-ce que tu me vends? Soit tu touches une commission sur chaque truc, mais tu crois pas vraiment, etc. Si par contre, il a vraiment un produit, à chaque fois, il t'en parle, il te construit, il connaît tout par cœur, etc., ça te donne vachement confiance. Et en fait, tu vas emmener tout le monde avec toi. Et ça, aujourd'hui, sachez que vous pouvez négocier des contrats plus chers si vous réduisez vos autres contrats à côté et que vous avez moins de marques. En plus, ça, vous allez, franchement, ça doit être, j'imagine même pas, mais poster pour 15 marques dans la semaine, mais ça doit être l'enfer. Et si vous êtes, pardon, c'est non, je voulais juste dire, c'est stressant pour un athlète de dire, on a plein de marques, ils vont envoyer plein de demandes parce que vous êtes des panneaux publicitaires, donc dans ce cas-là, il faut faire plein de posts. Et en gros, à un moment donné, vous travaillez pour eux, et en fait, eux ne sont pas votre soutien. Un sponsor, c'est pour sponsoriser et aider un athlète. C'est sûr, c'est ça la base du sponsoring. Ils en demanderont toujours plus. Des fois, moi, je prends l'exemple, il y a des fois des marques qui m'ont dit tu fais une photo pour la Saint-Valentin avec ta femme en train de faire ci, faire ça, machin et tout. Je dis mais attendez. Là, déjà, moi, si je dis ça à Amélie, elle va me dire tu me laisses tranquille, oublie-moi. Je suis pas payé, moi. Et du coup, je dis mais en fait, ça va de plus en plus loin. Et des fois, il y a des choses que vous avez le droit de pas faire, qui vous représentent pas, dans lesquelles vous vous sentez pas bien. Et si la marque le comprend, les vraies marques, elles le comprennent. Hein. Elles ont envie que vous communiquiez de façon sincère et vous vous sentez bien, du coup, vous performez, tout se rejoint. C'est ça. Et il faut faire vachement attention à ça. Et parce que, sinon, ça vous pollue, en fait, et puis ça vous détruit. Voilà, et si vous n'êtes pas un athlète qui a fait, je sais pas, alors une fois, 2 fois les games, ou bref, même plus, ou qui est vraiment dans le top mondial, franchement, vous pouvez vous en sortir sans agent. Vous pouvez discuter simplement directement avec les marques. Les marques, elles aiment bien. Vous avez une vraie relation, vous créez des liens, vous créez quelque chose sur le long terme. Vous allez sûrement créer peut-être aussi du relationship et qui pourra vous servir pour vos futurs business. Les marques, elles adorent ça, et ça sert à rien de passer par des agents. Les agents, ils vous prennent des coms, ils vont vous gratter des thunes, vous n'êtes pas au courant de tout. Alors croyez-moi qu'il est de bonnes ou mauvaises intentions, l'agent il fait pas ça, il faut qu'il gagne sa vie au final, ne l'oubliez jamais. Et puis il y a vraiment, il y a le bon et le mauvais chasseur, mais il y a le bon et le mauvais agent. C'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Mais malheureusement c'est compliqué, enfin on pourrait faire un podcast que sur ça, mais c'est vrai qu'on voit actuellement la montée, comme dans tous les sports qui un peu explosent, il y a toujours une montée de tous les business parallèles, qui tournent autour, là, qui gravitent. Les agents en font partie. Et il y a des super agents, vraiment il y a des gens qui sont au top, qui prennent soin de leur athlète à un point où vous n'imaginez même pas ce qu'ils sont capables de faire pour eux. Prenez bien avec des pincettes ce que j'ai dit avant, parce que ce que dit Thibaut c'est vrai, il y a des agents, ils veulent vraiment votre bien, c'est pas tous, mais bon. Ils vous aident dans la vie, si vous êtes blessé, ils vous aident à trouver des examens médicaux, vraiment ils sont vraiment là pour vous entourer, et c'est fantastique d'avoir ces gens là, et ça, c'est pour ça d'ailleurs que vous les payez en fait, qu'ils prennent une partie de votre commission. Par contre, il y a aussi beaucoup de gens qui gravitent, qui ont 0 expérience, qui savent pas de quoi ils parlent, et surtout, nous, entre marques, on parle, et on sait en fait la relation qu'on a avec ces personnes-là, et en fait, on est capable de se dire, mais il ou elle, c'est n'importe quoi, il connaît pas son métier, etc. Et dans ces cas-là, croyez-moi, ça devient en fait, ça se retourne contre vous, parce que maintenant, quand on voit cette personne-là travaille avec cette personne-là comme agent, on voit juste l'agent, et en fait, du coup, on vous squeeze en disant non, en fait, j'ai pas envie de passer par cette personne-là pour avoir accès à toi, donc en fait, c'est quoi, on bossera pas ensemble, tant pis. Et en fait, ça devient l'agent qui devient l'élément bloquant. Ouais, et puis en tant qu'athlète, je crois qu'on en parlait dans le premier podcast, mais le fait de se traiter comme une entreprise et de se dire on est un produit marketing. Et donc, il faut raconter une histoire, et cette histoire, c'est un peu comme on disait tout à l'heure avec le product founder fit. Faut que ton histoire soit alignée avec qui tu es, quoi. Je veux dire, qui fait tes posts Instagram? Moi. Voilà, donc quand tu vas suivre Willy sur Insta, tu vas avoir du Willy, quoi.
Oui. Tu vas avoir le bon du Willy, tu vas avoir le mauvais du Willy, tu vas avoir le Willy. Et des fois même Jean-Mich, ouais, j'avoue. Et t'as un peu de Jean-Mi, c'est sa deuxième personnalité, il est schizo maintenant. Il s'entraîne plus assez et du coup il développe d'autres personnalités. Il y a une troisième qui arrive. Il y a une Arrêtez de troisième. dire que je m'entraîne pas assez, putain, je m'entraîne beaucoup, bordel. Ouais, t'es un peu mou du cuisseau. C'est parce que je les ai roustés au paddle. Non, je rigole, non, C'est pas vrai. il s'entraîne encore beaucoup, croyez-le. Mais, mais quand on voit des jeunes athlètes qui ont un sacré potentiel, et qu'ensuite on les suit sur les réseaux, parce que c'est la seule vitrine qu'on a aujourd'hui, et que ces athlètes, ils mettent en avant uniquement des sponsors en parlant une langue qui n'est pas la leur, et on voit tout de suite que le contenu n'est pas de eux, et qu'il a été formaté et écrit par une personne tierce, c'est juste triste. Parce que quand on suit une personne, C'est on plus a lui, envie quoi. d'avoir la personne. Et On n'a pas envie d'avoir je ne sais quel sponsor à la con. Pour l'anglais, Ouais. prenez simplement, moi j'ai changé en anglais et des fois je publie en anglais et en français parce que déjà c'est demandé par certaines marques, notamment des marques, par exemple Nobull, moi c'est ce qu'ils m'ont dit clairement et c'est convenu d'un accord. Et après, voilà, regardez en fait dans les stats, moi j'ai commencé à faire les posts en anglais quand je me suis rendu compte que plus de 50% des gens qui me suivaient étaient pas français. En fait, du coup, au final, c'est plus important des fois. Du coup, c'est normal de parler anglais. En plus, il y a le magnifique petit bouton pour les rageux de la vie, là où vous verrez, c'est marqué traduire juste en bas. Mais donc, des fois, il faut savoir cliquer. Et après, moi, je suis le premier chauvin. Du coup, des fois, il y a t'es français, machin, parle en français. Mais je suis le premier chauvin, je suis vosgien. Putain, des fois, les gens, ils me cassent. Franchement, bon, bref, je vais pas m'étaler, mais. Vosgien, toi, Mais non, mais parce que des fois, il y en a qui disent, mais il y en a des fois, j'ai déjà reçu des messages véridiques, sois fier d'être français. Et alors, parce qu'ils me disaient, je faisais des boss en anglais, mais j'ai envie de dire, mais espèce de tocard, déjà, ce genre de personne, elle a pas de réflexion. Et en plus de ça, je suis le premier à être super fier, patriote et compagnie. Et je suis, franchement, vous voyez dans mes posts, dans ma façon de communiquer, moi, je suis le premier à revendiquer partout que je suis français et je suis trop fier. Il y a un sapin sur la casquette. Et Bleu, blanc, rouge. voilà, non mais même, voilà, mais et si vous écrivez en anglais, c'est parce que la majorité des personnes qui vous suivent ne sont pas françaises. Et donc dans ce cas-là, ça rentre dans ce qu'on disait juste avant, ça aide les marques parce que vous communiquez plus avec votre audience de manière sincère, encore une fois. Et donc, si communiquer en anglais, si c'est juste pour vous donner un look ou un style, ou parce que voilà, c'est une autre personne qui vous a dit de faire ça dans les posts parce qu'elle y connaît rien et qu'elle a jamais géré un compte Instagram de plus de 2000 followers, posez-vous des questions, prenez, je sais pas, communiquer de manière sincère, c'est important. Mais surtout, posez-vous la question, si vous étiez en train de vous suivre, vous Oui. suivez un athlète que vous aimez, est-ce que vous avez envie de voir un post sur je ne sais quelle, je sais pas moi, poudre de pancake de protéines mise en avant dans un post? Non, ça donne envie de l'unfollow le mec, ça donne envie de se barrer ou de juste pas liker le contenu. Et si on like pas, ce contenu il va pas s'afficher dans le feed du mec la prochaine fois. Ouais. Et voilà, on a perdu quelqu'un quoi. Ouais. Et si on fait ça comme ça pendant 6 mois, on perd 80% de ses followers qui voient plus vos posts. Et donc on a moins d'engagement et ensuite on a moins d'engagement à vendre à ses sponsors, on a moins de flux financiers. Aujourd'hui, celle qui a le plus la cote dans le milieu, c'est Mal O'Brien. Et Mal O'Brien, si vous la suivez, elle poste quasiment jamais. Elle fait, vraiment, c'est hyper discret ce qu'elle met, etc. Et donc du coup, déjà, elle peut se permettre, hein, mais elle peut bosser qu'avec les marques qu'elle souhaite. Voilà, c'est elle qui a le choix. Et donc du coup, elle poste très peu, mais du coup, dès qu'elle poste, tout le monde se jette pour voir ce qu'elle va poster, savoir comment elle s'entraînait, quel truc elle a fait, etc. Et en fait, vous créez ça, mais quand vous postez trop sur des conneries, et que sur des marques, on n'a pas envie de voir. Moi, quand je vois le truc I am Will George qui s'affiche, je sais que je vais cliquer parce que je vais voir un truc sur Will, mais sur Will, sur lui-même. Donc je sais pas ce qu'il a fait aujourd'hui, mais peut-être c'est son squat, peut-être c'est machin, peut-être c'est un truc avec Flo ou une connerie, voilà. Mais peu importe, mais du coup je vais suivre Will ou je vais suivre Fraser et ils sont tous hyper authentiques et ça donne envie de les suivre quoi. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'ils s'affichent rapidement en haut là, dans les stories à chaque fois, parce que vous les regardez à chaque fois et vous partagez ce qu'ils font, etc. et vous commentez. Sponsors, ils font partie de leur vie. C'est ça. Alors que le Sona qui utilise Fraser, il l'utilise tous les jours. Gowad il le fait devant la télé depuis 10 ans tous les jours. Même avant que Gowad existe. Déjà Gowad. Je crois que la première photo de Fraser en train de faire un goat, c'était à 6 ans et demi. En 1983. Précurseur. Mais il faut raconter une histoire quoi. Ouais. Et les réseaux ils sont là pour ça, se construire une communauté c'est important, avoir une communauté authentique c'est important, être authentique c'est encore plus important quoi. Moi, Il y a pas. Pardon, vas-y. vas-y. Bon, je voulais juste raconter ma petite vie, quoi. Genre. Vas-y. Allez, mais... Parler de Présente-toi moi. succinctement. Non, en vrai, même moi, à mon petit niveau, mais pas d'athlète, en gros, je me fais solliciter par plein de marques et pour des compléments alimentaires, ce genre de choses. Mais franchement, j'en ai énormément. Et je veux pas, en fait. J'ai pas envie, je l'ai jamais fait. Le seul truc, c'est un extracteur de légumes, j'avoue. Mais en fait, c'est parce que j'en fais.
en fait. Et sinon, je n'ai pas envie de gagner 200 € par mois, 400 ou 500 pour chaque petite marque. Ce qui pourrait me revenir à avoir un revenu confortable en fait mensuel. En vrai, je pourrais en profiter, mais j'y crois pas. Et en plus, j'ai pas envie d'être une prostituée du posting, quoi. Et hier, je parlais d'un truc, je vais pas les citer, mais je parlais d'un truc avec ma femme, et c'est une marque et un compte Instagram qu'elle suit énormément, et auquel elle faisait souvent la pub. Elle me disait ah, mais c'est hyper authentique, c'est super ce qu'ils font et tout. Et elle est venue me voir, elle m'a dit ils ont vendu leur âme au diable. ils ont signé avec un sponsor, genre un truc horrible, pas du tout qualité, qui est l'opposé de tout leur ADN et tout machin. Et elle m'a dit mais unfollow direct. Elle était trop énervée de s'être fait avoir. En fait, c'est pas fait voir. Elle, en soi, ils faisaient choses bien. Je pense que ils ont à un moment dit en fait on a besoin de revenus. Tant pis, on vend notre mère, on y va. Ouais. Voilà. Et là du coup ils ont perdu toute crédibilité. C'est fini. Ça me fait penser aux Games quand il y a eu Monster. Et clairement, alors oui, c'était pas la boisson énergétique de Monster, c'était la boisson à base d'eau, etc. Machin. Mais clairement, à cette époque-là, l'idée c'était d'avoir un revenu de sponsor un peu plus grand. Et ils ont essayé d'ouvrir leur mindset et de se dire, bah, tiens, est-ce qu'on pourrait pas inclure d'autres marques ? Et ils ont fait une erreur. Et aujourd'hui, Monster est plus là. Hein, tu me disais hier, et c'est quelque chose qui est top parce que ça revient dans l'ADN CrossFit et ça leur a coûté un capital social de faire cette erreur. Donc, il faut réfléchir à chaque année. On a l'impression d'être dans un championnat. Moi, après, Monster, pour moi, c'est la connotation directe. Ok, vous êtes au championnat de motocross ou peut-être un truc de voiture et tout. Alors, je dis pas c'est mauvais, c'est génial. Ils sont bons dans leur sport. Mais est-ce que c'est vraiment avec l'ADN CrossFit? C'est pas notre ADN. Julian, non. Et par contre, petite aparté, en parlant de réseaux sociaux, et Mim, c'est en a pas parlé, mais bon, si vous suivez de podcast, là, actuellement, elle a 9215 followers. Et on essaye fortement de la faire avoir 10 000 followers parce que j'en ai marre que tous les nutritionnistes spécialistes, soi-disant sur les réseaux, ils aient beaucoup plus de followers qu'elle, alors qu'elle elle est vraiment qualitative et elle veut vraiment votre bien. Donc si vous suivez le podcast, vous lui mettez un follow, c'est important. Si elle a 10 000, elle offre un extracteur de jus à toutes les personnes. À tous les followers. À tous les followers. 10 000 extracteurs, il va falloir les fabriquer. Putain, merde. J'ai demandé un crédit. On n'a pas fait beaucoup de questions, mais on a parlé plein de trucs intéressants. Je pense qu'on peut en faire 2 ou 3. Mais allez, on fait un truc, on a 1 minute par question. On enchaîne, comme ça. Tu choisis une personne, il a moins d'1 minute. Oh là là, il faut pas que je fasse des conneries. Alors, attends. T'es prêt ? Attends, rien que pour choisir la question, il me faut 3 minutes, moi. Stéphanie de Monaco. Stéphanie de Monaco. Allez, on fait un truc. Choisis la personne et pam, 1 minute. Willy, est-ce que tu vas faire un petit triathlon comme prochain challenge ? Mince, le décompte est parti. Oui, c'est fort probable. J'ai toujours bien aimé le triathlon, mais honnêtement, avant, j'ai plus un autre challenge CrossFit en tête. J'en parlerai plus rapidement dans une sûrement vidéo YouTube ou sur Instagram. Ça, c'est rapide, là, t'as 40 mais bon, je vais m'étaler un peu. Donc, ouais, il y a plein de challenges là-dessus. Après, voilà, je continue en team. Donc, voilà, je continue à m'entraîner au CrossFit. Je suis pas à la retraite comme certains ont tendance à le dire. Et du coup, ouais, d'autres challenges. Le triathlon, ça me plaît, mais il y a un autre challenge 100% CrossFit que j'aimerais bien faire et pouvoir mettre un peu mon nom dans une petite plaque là-dessus. Je vous en dirai plus rapidement. Magnifique, 40 secondes. 40 secondes, j'ai 20 secondes pour choisir une question du coup. Ouais. Wow. J'espère que ça va pas tomber sur moi. Allez. C'est le stress un peu. Du coup, ça fait plus flipper qu'autre chose en fait. Julian, il est en stress pour choisir la question. Il lui faut plus d'une minute pour choisir la question. Il n'aura même pas l'occasion de répondre. Oh merde. Est-ce qu'il est obligatoire de compter ses calories ? Ah, bien sûr. Et on parle pas des calories à la soul bike. Non, les calories, déjà, c'est une donnée qui, aujourd'hui, qu'on ne prend pas forcément en compte. Je vais essayer de faire rapide. C'est pas la bonne donnée. Aujourd'hui, c'est vraiment de manger de manière qualitative pour avoir des aliments complets, des calories complètes. Une calorie, par exemple, issue d'un Coca-Cola, c'est pas équivalent à une calorie issue d'un bon aliment qualitatif. D'un avocat. Ou d'un avocat, d'un jus d'orange, si on prend une boisson. On va aller faire un jus d'orange parce qu'il y a des vitamines, des minéraux qu'on n'aura pas dans à boire avec la paille. Donc non, les calories, c'est pas forcément le critère le plus important à utiliser, d'accord ? Essayez de comprendre ce que vous mangez, la qualité, et après comprendre en quantité si ça fit vos besoins. Bon. Tib, non. Est-ce qu'il serait pas intéressant d'ajouter plus de mouvements latéraux ou de rotation ? Je me mets le chrono. Dans le CrossFit ? C'est pas précisé. Ok, mais je crois que c'est dans le CrossFit la question. Oui, ce serait très intelligent. Si votre but c'est de faire du CrossFit uniquement pour faire du CrossFit, le besoin d'ajouter des mouvements en rotation n'est pas hyper important. Par contre, si c'est pour de la PPG pour un autre sport, oui, ça manque de rotation. Donc
incluez plus d'exercices de rotation que vous pouvez trouver très prochainement dans GoWOD, mais également dans votre vie de tous les jours. Il faut que vous fassiez plus de rotation avec des med balls. Amusez-vous à faire un peu tous les types de trucs. Faites pratiquer d'autres sports. Mais en effet, le seul truc qui manque au CrossFit actuellement, pour faire de la PPG globale dans tous les sports, ce serait ces mouvements de rotation qu'on n'a pas trop. Ouais. C'est dans le level 1, c'est quelque chose qu'on dit. La PPG du CrossFit, c'est de te préparer dans l'axe parce qu'on est une préparation physique générale. Oui, t'es Après, en train de me niquer c'est ma d'aller minute, sur là. les PPS, une programmation spécialisée qui amène après à aller utiliser la rotation. C'est vrai qu'on en manque, mais en fait, c'est pas le but de CrossFit. Après, le sport, ça reste dans le CrossFit au final. Du coup, tu es censé pratiquer d'autres sports et utiliser ton fitness et du coup, de faire indirectement ces rotations en pratiquant d'autres sports. C'est juste que beaucoup de monde reste dans une box et n'utilise pas trop leur Ouais. fitness. N'oubliez C'est pas ça. qu'on fait du crossfit pas pour se préparer à faire des putains de thrusters et de burpees, mais on fait du crossfit pour se préparer à notre sport, à notre métier ou simplement à la vie de tous les jours. Moi, j'ai une question pour Julien, parce que Julien, il y participait Ah. au truc. Ouais. Il y a une J'étais pas question que je ne retrouve pas tout de suite, mais quelqu'un qui a dit où est-ce qu'on peut trouver les meilleures vidéos de Greg Glassman qui parle de CrossFit. Bah honnêtement sur YouTube, si vous tapez Greg Glassman speech, il y en a une, c'est State Union, je sais plus comment ça s'écrit, où Glassman parle notamment de la poursuite de l'excellence, que je recommande à chaque fois, qui s'applique vraiment à tout. Il explique aussi le système de l'affiliation et pourquoi l'objectif est d'avoir le plus gros camembert possible, donc le plus d'affiliés possible. Et CrossFit n'augmente pas sa taille de son camembert, mais permet à d'autres entreprises de se créer et de se greffer à l'écosystème et de faire grandir l'écosystème. Et donc on le voit aujourd'hui, on est dans une boîte qui n'existerait pas sans CrossFit. Nous, on n'existerait pas sans CrossFit. Et typiquement, ça allait dans c'est dans ce speech. Donc la poursuite de l'excellence, au lieu d'aller vers la poursuite financière, ça, je vous recommande ce speech qui est top. Et CrossFit.com. Et sur CrossFit.com, vous tapez Glassman, il y a plein d'articles et de vidéos où Glassman parle sur plein de thèmes. Et honnêtement, c'est sans fin. Il me reste 3 secondes. CrossFit Journal. Allez, vu que tu n'as pas eu le temps de choisir notre question, j'enchaîne. Will, que penses-tu de l'utilisation des chaussures lifter ? Oula, Et quand est-ce qu'on doit les mettre, quand est-ce qu'on ne doit pas les mettre ? Bah, je vais faire très simple, étant donné que j'ai que 60 secondes. Ça dépend vraiment du sport que vous faites. Après, vous entendrez beaucoup de crossfitters dire bon, bah, moi, je fais du crossfit. Des fois, il y a des lifts et on a d'autres choses à faire après. Du coup, on n'aura pas ça sera pas forcément utile d'avoir des lifters parce qu'ensuite, si vous les avez pour courir un miles, 1600 mètres de run, ça va être compliqué. Surtout taper. si c'est inclus dans votre temps et que vous n'avez pas la possibilité de les changer dans une minute de récupération, par exemple. Donc, il faut être capable de pouvoir lifter lourd, soulever lourd sur des max avec des chaussures qui sont pas des chaussures latéraux, des chaussures CrossFit. Mais après, si vous êtes spécialisé en haltérophilie, alors oui, ces chaussures peuvent être très intéressantes pour vous permettre de lifter lourd et d'appliquer au mieux la technique. C'est pas pour rien que les haltérophiles, ils ont des chaussures d'haltérophilie. C'est pas pour rien que voilà, ça leur permet de vraiment soulever lourd. Donc il faut voir encore vos besoins et voir ce dont vous avez vraiment envie et ce qui vous correspond. Parce que par exemple, Fraser, il changeait de chaussures quand il avait le temps, mais il est également capable de soulever lourd sans chaussures haltéro. Donc à voir selon vos objectifs, vos préférences et également peut-être votre mobilité parce que voilà, c'est vrai que ça peut vous aider si vous manquez de mobilité. Si ça vous permet d'être rep, ça peut être intéressant, mais si vous n'avez pas le temps de changer, vous allez être dans la merde sur le run. Time. T'as dépassé un peu. On t'a 5 secondes. C'est pas 5 Parce que je voyais que t'étais pas prêt. Terrible. Bim, c'est pour toi. Quels sont les conseils pour devenir un bon coach de CrossFit ? Du coup, pour être un bon coach de CrossFit, déjà, c'est de pouvoir demander du feedback à chaque fois à quelqu'un pour ses séances et d'avoir des retours un maximum, que ce soit des clients, mais aussi d'un autre coach ou d'un head coach. Après, c'est s'éduquer. En vrai, il faut s'éduquer. Soit on a envie d'être un coach banal, soit on a envie d'être expert aussi en CrossFit. Et dans ce cas-là, il faut zoner sur CrossFit.com, essayer d'aller même lire. Il faut déjà lire le guide du level 1, guide du level 2, et après aller sur toute la bibliothèque qui est disponible. Et de toute façon, tout ça, c'est gratuit pour aller voir tous les articles du level 3, comprendre qu'est-ce que l'ADN de CrossFit. Parce qu'à un moment donné, on fait les choses d'un certain sens et pour éviter qu'on aille sur une dérive. Et après aussi, s'informer. Il y a tellement de données sur CrossFit.com qui nous permettent d'être meilleurs dans la méthodologie, mais aussi meilleurs en nutrition, peu importe dans d'autres choses. Vraiment, il faut s'instruire, quoi. Et passer vos levels. Level 1, level 2. Ouais. Et Et level 3. surtout, avoir envie de prendre soin des gens. Et oui. Et Thibaut, est-ce qu'il y a des postes à pourvoir chez GoOne en ce moment ?
Actuellement, là, au 3 mai, Au 3 mai, au 3 mai, 11. non, il n'y en a pas. On n'est pas à la recherche de quelqu'un. On vient de trouver, on a recruté quelqu'un là, qui va pas tarder à arriver avec nous. Mais par contre, on est en perpétuelle évolution. Parfois, on est là et on fait des réunions en se disant, bah là, on va pas recruter quelqu'un pendant au moins 5 mois. Et en fait, au bout de 2 mois, on a recruté 7. Voilà. Donc, du coup, ça s'est arrivé plusieurs fois. Donc, si jamais vous avez envie de travailler avec nous, n'hésitez pas à nous envoyer vos CV. Ça, par contre, on les recevra toujours. Et même si c'est peut-être pas le moment, au moment où vous nous l'envoyez, sachez qu'on les garde tous dans un dossier et que le jour où on a besoin d'une personne dans votre domaine, eh ben, on vous recontacte, savoir si vous êtes toujours dispo. Donc, dans ces cas-là, vous pouvez envoyer vos CV à contact@gowod.eu et on les garde précieusement. Ne vous en faites pas. Voilà. En tout cas, en ce moment, nous, on n'a pas besoin, mais n'hésitez pas à envoyer. Avec une lettre de motivation. Avec une petite lettre de motive ou même Pas une voilà, lettre si de vous, motive sachez que écrite à si la- vous faites GoWod pour de vrai, Et comme c'est pour les un athlètes, plus, ça vous marquez beaucoup de points. Une photo de vous en train de faire Un GoWod. un hamstring stretch. Un breakdancer. Et si vous savez pas ce que c'est le breakdancer, c'est que vous n'êtes pas encore prêt à bosser pour Exactement. Non. Willy, est-ce que le phénomène d'interférence est réel? Interférence, du Ouais. coup, dans quoi Interférence c'est un dans super film. l'entraînement, est-ce que tu fais du cardio et de la force? Est-ce que ça interfère? Bien sûr qu'il est réel, c'est même Mims aurait dit, c'est dans le level 1. Mais bien sûr qu'il est réel. Après, c'est pour ça qu'au CrossFit, on peut pas être. Au CrossFit, j'aime bien cette métaphore de la chaîne. On est aussi fort que le maillon le plus faible de sa chaîne. Si chaque maillon de la chaîne représente une capacité de notre fitness ou une partie de notre fitness, donc il faut avoir ces maillons qui soient suffisamment forts parce qu'au final, si on a une faiblesse qui est exposée, bah ça va être représentatif de notre fitness. Donc il faut être, on va dire bon partout, excellent nulle part, pour reprendre la phrase que tout le monde connaît, mais il faut, si on se spécialise à fond dans l'haltéro, eh ben on pourra pas être performant en CrossFit, c'est vérifié. Alors il y aura des très bons haltérophiles qui seront de très bons CrossFitters, bien sûr, je ne dis pas le contraire, mais il faut faire attention et gérer au mieux tout ça. C'est pour ça que la programmation, c'est tout un art et c'est quelque chose qui se fait pas à la légère parce que cette interférence, elle est réelle et elle peut engendrer des baisses de performance dans d'autres domaines, donc il faut faire attention. Donc là, il est en train de me montrer le chrono en me disant 1 minute, c'est une question sur laquelle il faudrait Time. répondre dans plus longtemps, avec plus de temps que ça parce que c'est quelque chose de super intéressant. Le time cap. Mais voilà, c'est vu que ça les intéresse pas parce qu'ils veulent simplement squatter lourd. Il y a plein de questions sur la programmation. En vrai, il y a quelqu'un qui demande le podcast sur la programmation, Faut des qu'on le fasse. ressources. Ouais, non, mais des livres. l'interférence, Comment C'est un vrai podcast. l'interférence, on pourrait tous en parler parce que c'est quelque chose qui est réel et qui est dans l'ADN même du CrossFit. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à ça. C'est un marathonien, les Kipchoge, il peut pas. Au final, il va se faire démonter sur n'importe quel workout de CrossFit et sur n'importe quel. Un back squat. Voilà, c'est ça exactement. Ça, c'est la spécialisation extrême. Ne sera toujours, on va dire, non bénéfique à votre fitness si on prend le fitness au regard de ce que représente le CrossFit. Question pour Tim. Allez, on en fait encore 3. Question pour Tim. Comment reprendre le CrossFit après 6 mois, après avoir fait une parenthèse pour préparer un À marathon? bloc, allez, Pour toute la préparer un journée. marathon, du coup, ça revient un petit peu avec la question sur Will là. C'est principalement que le fait que vous aviez bossé complètement différemment que votre préparation CrossFit d'habitude. Donc il va falloir que vous vous voyez comme quelqu'un qui débute. Façon de parler. C'est-à-dire que ne pensez pas à quelles étaient mes performances avant que je fasse cette préparation marathon, quelle était l'intensité que j'étais capable de mettre dans les workouts, combien de fois par semaine j'étais capable de m'entraîner avant ça. Il va falloir que vous repreniez crescendo en sachant que vous avez potentiellement, en ayant fait vraiment une prépa spécialisée, perdu pas mal de filières explosives, potentiellement sur les séances de squat ou des séances de force, De stabilité aussi. de stabilité complètement, ou même de tirage du haut du corps, parce que vous faites beaucoup de bas du corps mais pas du haut du corps, vous allez redevenir à un niveau, voilà, donc revoyez un petit peu vos espérances à la baisse, vous arrivez à la salle, vous vous entraînez un peu moins que d'habitude, vous mettez moins lourd et potentiellement moins de reps ou moins de technique sur des muscle-up ou ce genre de choses, et vous reprenez crescendo et vous allez revenir dans votre routine Progressivité. normalement. Progressivité. Allez, je me pose une question à moi-même. N'avez-vous pas peur qu'avec l'explosion du nombre de box, certains s'éloignent de la méthode? Moi, au contraire, je pense que plus il y aura de box, plus on va aller dans un cercle vertueux qui est l'amélioration du service dans chaque box, et plus il va y avoir de pratiquants. On sait aujourd'hui que il y a très peu de gens encore qui pratiquent le CrossFit. Peut-être, je ne sais même pas quel pourcentage de la population, mais il y a peut-être... Rien que le pourcentage dans le monde du fitness. C'est ma réponse. Ah, mais Je rigole. excuse-moi, excuse-moi, me fais pas les gros yeux parce que les gens ils vont le voir, putain. Je pense qu'en France, on a dans les box entre 200 à 300 000 pratiquants de CrossFit réellement. Donc, on a 67 millions de personnes en France. On est au tout début encore de la pratique du CrossFit à son état. Peanuts. Ouais, c'est peanuts, quoi.
Et donc je pense que plus on aura de box, plus on a un service qui va s'améliorer, et plus on va justement se rapprocher de la méthode originelle, parce que les gens ont besoin de cette méthode originelle et ils n'ont pas besoin de se préparer pour des thrusters et des burpees. Ils ont juste besoin de se sentir mieux dans la vie. Vous comprendrez du coup que Julien n'aime ni les thrusters ni les burpees. burpees. Il adore les thrusters. Non, j'aime bien, mais si on en fait tous les jours de la même manière, et je suis désolé, mais on n'est pas fit, on n'est pas en bonne condition Non. physique. On se prend spécialise, zéro quoi. Les bons plaisir, sur les thrusters et les burpees. On Voilà. se spécialise pour le sport du CrossFit et ça a jamais Ça été n'a jamais été l'objectif. ça. Donc une programmation avec des Vous thrusters m'avez tous les énervé, jours, là. c'est pas ouf. Vous me l'avez énervé. C'est pas cette question. Voilà, du coup, je sais pas laquelle je vais poser maintenant. Donc, Ah, et ça l'a énervé, voilà. Et voilà, je suis tout clé. ça l'a énervé, il est tendu. bloqué. Oui, est-ce que tu vas aller aux demi-finales? Aux demi-finales, non, du coup, comme j'ai annoncé, je n'irai pas. Après, voilà, si j'avais eu d'autres opportunités professionnelles et qui auraient pu être dans le cadre de ces demi-finales, je m'y serais rendu avec plaisir. Je croyais qu'on avait un restaurant choucroute le jeudi soir. Apparemment, je suis pas invité, hein, donc je suis pas au courant de ce restaurant choucroute. En plus, une choucroute très loin de l'Alsace, je trouve ça complètement bête. On n'est pas si loin. Hein. Et non, franchement, en plus, voilà, j'ai des amis, voilà, Pimpin, ça m'aurait fait plaisir de le voir là-bas, Alexandre Pinsol, et de le voir performer là-bas. Et voilà, si après j'ai des sponsors qui veulent que j'y sois, j'y serai, parce que je suis aussi professionnel dans ce que je fais, donc c'est important d'y être, et pour soutenir un maximum de Français. Après, voilà, moi, j'adore le CrossFit, j'aimerais toujours le CrossFit, c'est dans ma vie, et je prônerai toujours haut et fort la méthode CrossFit parce que j'y crois vraiment, mais j'aime beaucoup d'autres sports, et j'ai envie de m'ouvrir aussi à ces autres sports parce que je viens de plein de sports, et ça me ferait plaisir, y compris le rugby. Voilà, pour être honnête, moi le rugby, j'ai plein d'amis encore dans le rugby professionnel, ça me manque un peu, et voilà, j'ai envie peut-être, pourquoi pas, promouvoir cette méthode CrossFit dans d'autres sports qui est encore pas assez développée, et ça c'est quelque chose qui me tient à cœur et que j'ai envie de faire. Je pense qu'on arrive à un état dans le sport et la méthode et même dans l'écosystème CrossFit où justement on va commencer à vraiment collaborer avec les autres sports. Bon, on le voit avec la démarche de GoWOD, vous en saurez plus bientôt. On le voit avec ce que tu dis, et même plus on pratique le CrossFit, plus on a envie d'essayer d'autres sports. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, parce que vraiment, encore une fois, on se rapproche de la méthodologie. Oui, je suis d'accord, ça c'est la vraie méthodologie, mais je trouve ça dommage qu'il n'y a pas des gens qui font ce que tu viens de dire. C'est-à-dire, plus on pratique le CrossFit, plus on serait censé être capable d'appliquer d'autres sports. Et les gens, des fois, c'est ce qu'ils font l'inverse. Après, pas les gens de tous les jours. Je parle un peu des compétiteurs, aussi bien débutants compétiteurs que compétiteurs confirmés. On se rend compte que, je reprends ce que disait Froning, il y aura de plus en plus de très bons crossfitters dans les prochaines générations, mais il y aura de moins en moins de crossfitters athlétiques. Athlétiques dans le sens où un athlète, c'est pas forcément un athlète qui est capable de réaliser des thrusters et des burpees, pour reprendre ce que disait Julian. Ils sont forts. Hein. Mais c'est quelqu'un qui est capable de réaliser plein d'autres sports et qui va m'impressionner de par sa capacité à faire plein de sports. Moi, Froning, il m'impressionne honnêtement pour ça. C'est-à-dire, vous le voyez jouer au football US, il est très fort. Vous le voyez faire du baseball, il est très fort. Vous le voyez faire du vélo, il est très fort. Vous voyez faire... Les backflips, il est très fort. Il est athlétique, et c'est ce que Glassman il disait, hein. Moi je l'invente pas, c'est pas quelque chose que je dis là, et je trouve ça dommage qu'on oublie des fois d'utiliser ce fitness qu'on crée via le CrossFit pour d'autres sports, et peut-être de profiter, parce que c'est ça l'essence même, et ça fait partie du CrossFit, parce qu'au Games tout peut tomber, hein. Donc faut en être conscient. C'est ce que j'allais dire, en fait la capacité athlétique et faire d'autres sports et développer d'autres types de proprioception ou de capacités en général, c'est pas uniquement pour parce que du coup les gens qui vont dire oui, moi je fais du CrossFit, je ferai que du CrossFit, je m'en fous. Mais en fait non, parce que dans ton CrossFit ça va t'aider, mais également tu arrives à une compète, peu importe laquelle, que ce soit les Games ou la compète du coin, et ce jour-là on te dit que en fait il faut être capable de lancer un frisbee le plus loin possible, machin, mais si tu fais que du CrossFit tu peux pas. Et Will il parle de Froning, mais moi je fais plein de sports avec lui, et genre en général c'est un peu chiant parce que au bout de 4 minutes il a compris comment on faisait le sport que j'ai mis 1 an à faire, tu vois. Après Thibaut et moi on est ultra compétitifs, du coup pour l'histoire c'est qu'on se tire la bourre sur à peu près tous les sports inimaginables au monde, et on adore ça. Et les ricains à chaque fois, du coup on était à Mallorca, il y avait pas les Américains, mais du coup ils étaient pas français, c'était une Américaine si. Et du coup elle nous disait mais vous êtes toujours comme ça avec plein d'énergie à vouloir faire tout. On a vu une table de ping-pong, c'est parti en 1 contre 1. C'est en fait voilà, ça doit être ça aussi le CrossFit. Moi c'est tu dois être curieux, tu dois avoir envie de tester. Mais ça ton va vous fitness. servir. Ça va vous servir dans votre fitness au CrossFit, ça va vous servir d'aller faire des sports à côté. Si t'as une zone 2 un jeudi et que pour récupérer, et ben moi des fois il y a des athlètes genre mais en fait ta zone 2 va faire du bike mais dehors.
prends ton vélo ou va courir en forêt, ou va faire un trail. Si t'es pas obligé de courir, tu peux Moi, je marcher. serai en zone 5. Hein. Non, mais un trail tout doucement marchant. En zone 4. Franchement, va faire un paddle, c'est la même chose. 2 heures de paddle, t'es en zone 2. Amuse-toi. Amuse-toi, Oui, en fait. Et vous allez voir, vous allez bosser hyper différemment. Et en fait, vous allez travailler, par exemple, en rotation, comme on disait tout à l'heure, quelque chose que vous faites jamais. Et ça va vous servir d'un point de vue mobilité, mais d'un point de vue, ne serait-ce que purement proprioceptif. Vous allez renforcer vos chevilles. Psychologique, vous aérez la tête, vous changez un peu de trucs. T'as envie de refaire du crossfit juste après aussi. Même en termes d'envie, quoi, je parle moi. Pour le coup. C'est motivant, ça te fait du bien au mental. Et surtout, vous allez vous rendre compte que si vous prenez un pote qui fait du paddle et vous allez voir que rapidement, en fait, avec votre capacité physique générale et vos capacités à descendre sur les jambes et votre endurance musculaire et tout, en fait, vous allez vite pouvoir rivaliser avec lui. Peut-être pas techniquement sur le paddle, du point de vue raquette, mais en tout cas, physiquement, vous allez pouvoir faire des allers-retours derrière qui vont vous sauver de pas mal de choses. Et vous allez voir exactement sur les shuttle run, et vous allez voir qu'en fait, vous vous êtes entraîné, mais que ça se transfère vachement. Et généralement, quand vous jouez avec quelqu'un comme ça qui fait pas de crossfit, il est très rapidement impressionné par votre fitness, et il y a de fortes chances qu'il vous rejoigne à la salle d'air. En vrai, en tant que crossfitter, on prend beaucoup de plaisir à faire d'autres sports parce qu'on voit tout de suite qu'on arrive à aller d'aller dans ce sport à un niveau correct, et après, c'est juste les compétences qui nous manquent. Mais du coup, c'est plaisant, quoi, en plus. C'est gratifiant. Ouais, il faut être curieux, il faut s'intéresser et aimer les autres sports. Et franchement, si vous êtes crossfitter, il n'y a pas de honte à essayer un sport et d'être moins bon. Au contraire, moi je trouve qu'il y a plus de honte à ne pas oser l'essayer. Et moi j'adore. Par exemple, là j'ai un pote, il m'a dit viens, on va boxer un peu. Je sais que il fait 1m90, il est au raid, il boxe super bien, il est instructeur boxe et je sais qu'il va me démonter. Mais je me suis dit trop cool, c'est trop bien, il va pouvoir m'apprendre, j'apprends autre chose. Et c'est ça, en fait, pour moi, tu deviens de plus en plus athlétique, plus tu apprends d'autres compétences. C'est la même chose que Juan il vous dirait dans la vie de tous les jours pour professionnel, c'est-à-dire plus tu apprends de compétences, et plus tu es quelqu'un qui pourra apporter une plus-value à n'importe quelle entreprise. Et c'est la même chose dans le sport. Donc c'est transférable le crossfit, c'est transférable à pas mal de sports. Et moi je trouve ça, c'est le truc qui me plaît dans le crossfit, c'est que tu changes constamment. Et c'est pour ça que je faisais Mims aussi, on en parlait, mais du décathlon à l'athlétisme, parce que j'adorais. Tous les jours tu changeais d'entraînement, tu sautais, tu lançais, tu faisais des trucs, tu sprintais, c'est trop cool. Bon, je pense que c'est une bonne manière de conclure. Oui. Mais au départ la question c'était est-ce que tu vas venir à Berlin. Je suis désolé, ça a complètement bifurqué. C'est vrai, j'avais déjà oublié la question. Et je pense qu'il y a plein de trucs dans cet épisode qui sont assez cool et qui donnent encore naissance à d'autres podcasts futurs. Je pense que le prochain, on fait quand le prochain ? Dans pas longtemps là. Dans pas longtemps. En plus on se voit. On se voit. Ah ouais, mais il n'y a pas Mims. Mais Mims prend un micro et tu le feras à distance. Nous on se met ensemble. Un zoom. Cool. Bon, en tout cas, merci Thibaut de nous avoir accueillis chez toi. Avec grand plaisir, c'est chez moi. Une chose dont on n'a pas parlé, c'est que Thibaut, il a toujours soutenu tous les athlètes français dans la discipline du CrossFit, sans beaucoup communiquer dessus, et tu soutiens aussi toutes les réunions d'affiliés, toutes les affiliés de manière indirecte, sans communiquer dessus, juste parce que ça vous plaît que cette communauté elle grandisse, et forcément derrière ça vous nourrit de manière indirecte. Le nombre de fois où Thibaut il me dit j'ai aidé financièrement un athlète français pour une compétition qui était qualifié pas forcément aux Games ou quoi, ou une autre compétition, et ça arrive très fréquemment, et ce qu'il dit Juan, je le confirme à 200%, il aide beaucoup de monde sans le dire, et c'est ça qui est beau, et faut rendre à César ce qui est à César. Donc, quand il dit il, c'est Gohan. Du coup maintenant on l'appelle César. Non, mais moi je donne pas d'argent. Bien sûr, on va parler de Thibaut, juste après. Je sais pas moi, c'est des virements, il y a marqué Thibaut Saliné. Oui. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accueillis, et on se revoit très bientôt. Merci d'avoir écouté. Merci à tous. N'oubliez pas de liker, suivre, partager, mettez des commentaires, envoyez-nous des messages. Franchement, ça nous fait plaisir, on se les envoie le matin. Ouais, franchement, ça nous fait toujours plaisir quand on a un repartage sur Instagram, et on est toujours flatté parce que des fois on se dit putain, c'est pas bon, c'est bien, on se dit on essaie de transmettre un message cool, mais des fois c'est vrai que ça nous dit putain, on est dans la bonne direction quoi. Ouais, quand ça on nous voit, booste, ouais. Ça nous booste, et nous on se les partage entre nous, ça nous dit ok, là on va se motiver, on va se retrouver sur un autre podcast pour parler de ça. Donc si ça vous prend 2 secondes, partagez des fois dans votre story ou quoi. Transmettez peut-être notre podcast à des personnes qui ça pourrait plaire ou intéresser, et nous ça nous fait plaisir, ça nous motive, ça peut peut-être en intéresser certains, donc je pense que c'est du win-win. Oui. Merci beaucoup. Salut. Merci à tous.